Bien, on va commencer notre séance de ce soir. C'est déjà la troisième séance dans le cadre de ce groupe de travail consacré à la question des besoins linguistiques dans la métropole. Cette réflexion nous a été proposée par Alain Grand-Guillot et se situe finalement bien dans les missions du Conseil de développement qui a vocation à explorer des thématiques territoriales souvent peu mises en avant, en particulier par nos autorités, si je puis dire. Nous avons reçu le mois dernier, j'étais malheureusement absent, les représentants de l'agence d'urbanisme pour avoir quelques éléments de connaissance sur les communautés étrangères installées à Nantes. Et aujourd'hui, on entame une série d'auditions sur la question du plurilinguisme précoce. Formule un peu lourde pour évoquer simplement l'idée selon laquelle les enfants qui apprennent plusieurs langues dès leur plus jeune âge, bénéficient finalement d'un atout supplémentaire pour la suite de leur parcours scolaire en particulier. C'est le sens de l'intitulé donné à cette séance, apprendre plusieurs langues pour apprendre. C'est une expression que nous avons d'ailleurs volée à l'une de nos intervenantes de ce soir. Pour faire le point sur cette question du plurilinguisme précoce et du rapport des jeunes enfants aux langues, nous avons demandé à deux chercheuses de l'Université de Nantes de nous éclairer, Agnès Florin et Isabelle Nocus. Ce sont toutes les deux d'éminentes spécialistes du développement de l'enfant. Isabelle Nocus a publié un important ouvrage que vous pouvez trouver au Conseil, donc n'hésitez pas, et qui est là, voilà, sur la question de l'école plurilingue en Outre-mer. En ce qui concerne Agnès Florin, nous la connaissions bien au Conseil de développement. Elle a déjà alimenté utilement nos travaux sur la question de l'enfance, en particulier, sa spécialité. Nous lui devons d'ailleurs une formule que je reprends souvent à mon compte dans nos échanges et dans nos débats. Investir dans la petite enfance est aussi important qu'investir dans l'enseignement supérieur. C'est surtout un investissement pour l'avenir. Bon, voilà. Donc, avant de laisser la parole à nos intervenantes, je vais passer le micro à Alain Grand-Guillot qui va vous donner quelques éléments sur le programme de la rentrée concernant ce groupe. Bien, merci de votre présence. Nous avons jusqu'à la fin de l'année programmé, au fur et à mesure vous les aurez, donc une série de séquences qui, sans qu'on l'ait voulu, vont tourner autour de l'enseignement précoce des langues. Donc il y aura l'école Émilie en septembre. En octobre, il y aura l'Office des langues de Bretagne. En novembre, il y aura Madame Feuillet qui fera un point sur le contexte éducation nationale et qui fera un complément par rapport à tout ce qu'on a vu. Et en décembre, il y aura Monsieur Dalgalian qui abordera les tranches d'âge de la petite enfance et les enjeux de l'apprentissage des langues. Ce que je rappelle, puisque je vois qu'il y a des nouvelles personnes, donc vous pouvez nous faire des propositions pour après janvier. Je pense, on verra ça avec Monsieur Vitré et Monsieur Audy, qu'on fera sans doute un point en janvier de cette première séquence, puisque l'objectif c'est de vérifier un peu la synthèse qu'on tire de ces différents ateliers. Sans doute peut-être faire un texte, on verra si, et de faire après des propositions aux élus qui interviennent sur la métropole, puisque là on va aborder l'apprentissage des langues, la petite enfance, sans doute le collège et après les débouchés sur le lycée. Voilà, je vous remercie de votre présence et je remercie mesdames de nous faire part de vos recherches. Avant que la séance se termine, j'ai lu le livre, il est très intéressant parce qu'il aborde pas simplement les problèmes techniques, mais aussi politiques, sociologiques, le rapport entre la confiance de l'enfant vis-à-vis de sa culture ou des langues, etc. Et il se lit à deux niveaux, d'une façon pour le tout public et puis d'une façon très scientifique. Il est très bien fait. Merci, vous pouvez nous l'écrire, ça nous servira pour faire de la pub. Voilà, en attendant, on va vous passer tout de suite le micro. On vous écoute attentivement. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci de nous accueillir. Merci d'être venu pour manifester votre intérêt
pour cette question du plurilinguisme précoce et donc concernant les enfants, pas uniquement la toute petite enfance, on va le voir. Donc je suis Agnès Florin et j'ai le plaisir de travailler avec Isabelle Nocus. Alors je vais commencer puis je lui passerai la main ensuite et on est prêt à répondre à vos questions. Donc apprendre plusieurs langues et plusieurs langues pour apprendre, on va voir comment les deux sont liés. D'abord, les enfants, ils n'apprennent pas une langue ou des langues. Les enfants, ils ont un besoin de communication et ils bricolent avec les outils qu'ils ont dans une langue ou dans plusieurs langues. Alors, comment apprend-on à communiquer dans une ou plusieurs langues? Qu'est-ce qu'être bilingue? C'est pas si simple que cela. Comment l'enfant bilingue se développe-t-il dans les deux langues? On verra les stéréotypes qui ont été véhiculés pendant pas mal d'années quand on n'avait pas trop de recherches étayées là-dessus. Quels sont les effets du bilinguisme sur le développement de l'enfant? C'est ce à quoi on a travaillé. Quels sont les effets de l'apprentissage des langues à l'école? Et on vous donnera aussi des résultats de différentes recherches et pas seulement les nôtres. Alors, le langage ne commence pas avec les premiers mots. Les premiers mots, c'est vers la fin de la première année, en gros. Mais les mots qui précèdent la parole sont essentiels pour la suite du développement. Pourquoi? Parce qu'on a une continuité dans la maîtrise d'une langue ou de plusieurs langues entre le traitement de la parole avant même la naissance, dans les derniers mois de la vie fœtale, jusqu'au développement du langage oral et du langage écrit dans les cultures qui ont de l'écrit. Pour ce développement, je brosse ça à grands traits, il faut souligner l'importance des interactions avec l'entourage. C'est ce qu'on appelle la socialisation langagière. Toutes les sociétés, toutes les cultures socialisent les enfants, les intègrent dans leur groupe d'appartenance, les normes, les valeurs, les pratiques. Et le langage est un élément de la construction et de la socialisation en tant que tel. C'est pour ça qu'on parle de socialisation langagière. C'est un élément, vous y avez fait référence en introduction, de la construction de l'identité et de l'appartenance à un groupe culturel. Donc c'est pas un apprentissage technique, on apprend la géographie, on apprend une langue, deux langues, trois langues. Il s'agit de bien autre chose quand on parle de maîtrise de la langue ou des langues. Puisque ça touche effectivement à la construction de la personne et à son insertion sociale. Alors, les préconisations qu'on peut avoir pour les jeunes enfants dans une ou plusieurs langues, c'est donner à chacun des occasions régulières d'être un interlocuteur. On apprend à parler en parlant. C'est trivial de le dire, mais ça a été démontré. Développer de cette manière les différentes compétences langagières, à la fois en compréhension et en production. C'est développer la pratique des langues de socialisation, donc apprendre à communiquer, à exprimer ses besoins, ses pensées, ses désirs dans plusieurs langues. C'est aussi sensibiliser à la culture écrite, aux différents types d'écrits de l'environnement, développer le contact des enfants et des familles avec l'écrit, avec la littérature jeunesse, dans les langues pratiquées. Et on insistera dans la suite de la présentation sur l'importance de l'oral et de l'écrit. Et puis c'est renforcer la maîtrise bien sûr de la langue d'enseignement, dont on sait qu'elle a un impact sur la réussite scolaire. Donc on est dans des contextes francophones, la langue d'enseignement c'est le français. On dirait la même chose à partir de contextes anglophones ou hispanophones, etc. Et ceci n'est pas incompatible. Alors, on travaille sur ces questions-là depuis 2004 à peu près, voire même un peu avant, dans les premières sollicitations en Outre-mer. Et il s'agit d'étudier le développement bilingue ou plurilingue des enfants d'école primaire en métropole, en Outre-mer et en pays francophone, dont le français langue d'enseignement n'est pas toujours la langue d'origine ou la seule langue de socialisation. Alors, ça peut paraître exotique de dire cela en France métropolitaine, où on a vécu pendant longtemps comme si on n'avait qu'une seule langue, le français, en oubliant d'ailleurs que la majorité des êtres humains à la surface du globe sont plurilingues. Le modèle dominant, si je peux dire, c'est l'homme plurilingue. Donc on étudie l'impact de dispositifs pédagogiques qui valorisent la langue ou les langues d'origine et les langues locales. Ça varie selon les territoires, les appellations.
Donc l'impact de ces dispositifs plurilingues sur le développement de l'enfant dans différents aspects, sur la réussite scolaire et sur les pratiques linguistiques familiales et les représentations du plurilinguisme. Parce qu'évidemment, ces apprentissages ne sont pas indépendants des représentations des langues dans les familles. Et on parle de bilittératie pour ce qui consiste à apprendre à lire et à écrire dans les deux langues. Alors nos terrains de recherche, ils ont été assez variés. En France, en Outre-mer français, ça s'affiche. En Haïti, plus récemment, où Isabelle a été travaillée. En Afrique, depuis plusieurs années, avec des langues ciblées qui sont très nombreuses. Et donc, vous pouvez les lire ici et on ne va pas les énumérer. Et on a travaillé avec des enfants qu'on appelle d'âge préscolaire dans la littérature internationale, c'est-à-dire les moins de 6 ans, même si chez nous, en France, les enfants sont tous à l'école maternelle à partir de 3 ans. Le préscolaire est classiquement au niveau international considéré comme le 0-6 ans. Donc on va du préscolaire jusqu'à la fin de l'école primaire, donc avec des enfants de 11 ans. Vous voyez, on n'est pas que sur la petite enfance. Et puis on a travaillé sur différents dispositifs bilingues qui sont cités là et qu'on va reprendre après dans la présentation. Alors, bien des idées reçues et des stéréotypes concernant le bilinguisme. Le bilinguisme est une exception, la norme est le monolinguisme, donc c'est faux. Il est difficile pour un enfant d'apprendre 2 langues en même temps et ça le retardera dans son développement. Il vaut mieux apprendre d'abord correctement une langue, ensuite on peut introduire une seconde langue. Si la langue de la famille est une langue de moindre prestige, il vaut mieux arrêter de la parler pour que les enfants apprennent mieux le français. Et les familles ont intériorisé ça avec douleur, souvent, pour ne pas parler leur propre langue, en pensant aider ainsi l'enfant à réussir en apprenant la langue des fonctionnaires, la langue des blancs, etc., selon les territoires. Un enfant qui apprend 2 langues à la fois ne se sentira jamais à l'aise dans aucune, il se sentira entre 2 chaises. Un vrai bilingue ne mélange jamais ces 2 langues. Ceux qui mélangent ne maîtrisent aucune des 2 langues correctement. Bon, tout ça est battu en brèche par les recherches, mais vous savez, des idées reçues aux modifications des représentations, c'est un long cheminement qui prend un peu de retard par rapport aux faits établis dans ce domaine-là comme dans bien d'autres. Le bilinguisme en France, c'est un sujet d'actualité. On a 26 langues minoritaires recensées en France dans l'Atlas des langues menacées de l'UNESCO. En 2014, on n'a toujours pas de ratification de la charte de 1992 des langues régionales et minoritaires d'Europe, qui ne prend pas en compte les langues de l'immigration, au passage. C'est une charte qui est destinée à protéger et promouvoir l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans l'enseignement, les médias, les services administratifs, etc. Et sur 47 États membres du Conseil de l'Europe, 33 l'ont signé, 25 l'ont ratifié. La France l'a signé en 99, vous voyez, 92, 99, mais pas ratifié. Il y a eu seulement en 2014 un vote symbolique de l'Assemblée nationale. Puis il faudra un passage devant le Congrès parce qu'il faut modifier la Constitution en France. Donc diversité linguistique, près de 400 langues recensées, dont la grande majorité ne regroupe qu'une poignée de locuteurs. Un adulte sur 4 se souvient que l'un de ses parents lui parlait une autre langue que le français dans son enfance, d'après l'enquête INSEE de 2002. Quelle est la survie ou quelle sera la survie de ces langues menacées pour les générations suivantes? Sur 26% d'adultes ayant eu une autre langue que le français, seuls 9% la lèguent à leurs propres enfants, d'après les résultats de 2002. Et puis, vous avez eu, on n'était pas là, nous, on ne pouvait pas être là, donc une présentation lors de la dernière rencontre de cette étude immigrés et descendants d'immigrés, l'INSEE 2012 pour la France, et puis l'analyse au rang très intéressante pour Nantes Métropole en 2014. Donc, on s'inscrit dans la suite des présentations qui vous ont été faites. Alors, on a annoncé notre intervention comme étant une intervention théorique, faire le point théorique. Alors, c'est pas tout à fait exact parce que, comme vous allez le voir, nous, c'est pas des cas. Bien sûr, on a des cas théoriques de référence pour aller analyser les données, mais tout le travail qui a été fait, piloté par Isabelle Nocus sur différents territoires, ça passe par des collectes de données auprès de centaines d'enfants, de familles, d'enseignants. Donc, c'est tout à fait du concret et c'est à partir de ces données qu'on tire des interprétations, des analyses et des conclusions. Voilà. Allez, à toi Isabelle.
Bien, alors Agnès vous a donc présenté rapidement la diversité linguistique en France. Il faut peut-être rappeler donc que bien sûr on compte les langues de l'immigration comme langue présente en France, mais il y a également ce qu'on appelle les langues de France, hein, les langues de France qui est définie par la DGLFFF comme les langues régionales ou minoritaires parlées traditionnellement par des citoyens français sur le territoire de la République et qui ne sont langues officielles d'aucun État. Par exemple, vous avez une langue de France, c'est le Hmong. Le Hmong est une de nos langues de France. C'était une langue qui était parlée au Laos. Elle n'est plus langue officielle du Laos. Elle est énormément parlée en Guyane française et elle est devenue langue de France. Alors, parmi ces langues de France, vous allez bien sûr avoir toutes les langues régionales. Rappelons quand même que nous avons tout proche de nous, bien sûr, le breton, mais surtout le gallo. Et vous avez également les langues non territoriales. L'arabe dialectal fait partie des langues de France. L'arménien occidental, le romani, le yiddish sont considérés comme langues de France. Et puis vous avez toutes les langues de nos collectivités françaises d'outre-mer qui sont multiples. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie compte 28 langues kanak. Ces 28 langues kanak sont considérées comme langues de France. Et puis bien sûr, n'oublions pas que les langues des signes font partie de nos langues de France. Alors, revenons un petit peu sur des aspects définition théorique, sur qu'est-ce que c'est qu'être bilingue. Eh bien, il faut savoir que pendant très longtemps, on a eu, on va dire, des définitions assez extrêmes dans la recherche scientifique. Et on avait deux définitions extrêmement, qui étaient dans les deux cas extrêmes et extrêmement qui n'ont plus de valeur, on va dire, aujourd'hui. La première définition, c'est celle que l'on doit à Bloomfield, qui nous dit, et qui reste d'ailleurs dans les représentations collectives, que être bilingue, c'est être 2 fois monolingue, autrement dit, avoir la compétence d'un locuteur natif dans les 2 langues. On a une autre définition sur l'autre extrême qui nous dit que être bilingue, c'est être compétent, avoir la compétence minimale dans une des 4 habiletés linguistiques qui sont donc comprendre, parler, lire et écrire dans une langue autre que sa langue maternelle. Alors je vous annonce qu'on est tous au moins bilingues parce que nous savons tous décrypter du serbo-croate. Donc, dans la définition de McNamara, nous sommes, à partir du moment où nous pouvons lire du serbo-croate, puisque c'est une langue très transparente à l'écrit, on peut la lire, sans la comprendre bien sûr, eh bien, on est bilingue. Alors, ces 2 définitions extrêmes sont rejetées dans la communauté scientifique à l'heure d'aujourd'hui. On a des définitions beaucoup plus fonctionnelles, du style qu'un bilingue, c'est quelqu'un qui peut passer sans difficulté majeure dans la vie de tous les jours, d'une langue à l'autre pour s'exprimer. Alors, la difficulté, alors on a encore des définitions assez floues. La difficulté, c'est que réside dans le fait qu'un bilingue a un vécu particulier et chaque bilingue a son vécu particulier par rapport aux langues. Et donc, on n'a pas un profil bilingue, mais bien des profils bilingues qui dépendent à la fois des compétences atteintes dans les 2 langues, mais aussi de l'âge d'acquisition dans ces 2 langues, du statut des langues dans la communauté, de l'appartenance et de l'identité culturelle. Bien sûr, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on parle de langue, on parle tout de suite aussi de culture. Ça va bien sûr ensemble et donc on a cette distinction. Alors dans la compétence atteinte, on a uniquement 20% de nos bilingues qui ressemblent à la définition de Bloomfield, c'est-à-dire qui sont équilibrés, ont des compétences équilibrées dans les 2 langues. La majorité de nos bilingues sont des bilingues dominants, c'est-à-dire une langue qui est mieux maîtrisée que l'autre. Alors vous avez la bilingualité d'enfance pour l'âge d'acquisition, la bilingualité d'adolescence et la bilingualité d'âge adulte. On distingue dans la bilingualité d'enfance les bilingues qui ont acquis les langues, on va dire en même temps, qui sont issus de couples mixtes où les 2 parents ont parlé des 2 langues depuis la naissance. Et là, ces bilingues sont dits précoces simultanés, autrement dit, ils ont acquis les 2 langues avant l'âge de 3 ans. Après l'âge de 3 ans, si on a introduit une 2e langue, on parlera de bilingualité précoce consécutive.
Selon le statut des deux langues dans la communauté, il est clair que certaines langues ne jouissent pas du même prestige dans la communauté, en France comme ailleurs. Et selon le prestige, dire que l'on est bilingue, par exemple franco-anglais, n'a pas toujours la même connotation que de dire qu'on est franco et qu'on parle par exemple le romani ou une langue turque ou autre. Donc le prestige qui est associé aux deux langues, eh bien, va avoir un impact sur le type de bilingualité. Et puis bilingue, biculturel, ben, c'est le bilingue qui se reconnaît dans les deux cultures, hein, qui se sent appartenir à deux cultures. Et puis vous trouverez les bilingues acculturés anomiques, c'est ces bilingues qui ne se retrouvent ni dans une culture ni dans l'autre. Alors, les premiers travaux sur le bilinguisme datent du début du XXe siècle. Et au début du XXe siècle, on avait deux types de travaux. Le premier type était dans la tradition de ce qui se faisait au début du siècle dernier, c'est-à-dire qu'on faisait des biographies minutieuses des enfants particuliers. Et ces enfants particuliers étaient, par exemple, des enfants bilingues. Eh bien, dans ces biographies, dont les plus célèbres, la plus célèbre est celle de Ronja, eh bien, on a plutôt des conclusions positives par rapport au bilinguisme, avec un développement harmonieux. On a aussi d'autres études, des études réalisées notamment aux États-Unis, où on comparait des enfants bilingues à des groupes d'enfants monolingues. Et dans ces études, eh bien, nous avons plutôt des conclusions négatives sur le bilinguisme. C'est là cela que viennent d'ailleurs ces idées de handicap du bilinguisme, parce que ces études concluaient à des problèmes scolaires, à des surcharges cognitives, à des confusions de langue, autrement dit, à des effets négatifs du bilinguisme. Ces études, il s'était révélé que ces études manquaient de rigueur scientifique, puisque dans la majorité des cas, on comparait des groupes de bilingues issus de l'immigration et de milieux très défavorisés à des groupes de monolingues de milieux plutôt favorisés. Donc, à partir de ces études, à partir des années 60, eh bien, on va dire que la première vraie étude contrôlée, on a contrôlé les groupes d'enfants qui étaient à comparer, eh bien, date de 1962 avec l'étude de Pile et Lambert, qui ont travaillé avec des enfants de 10 ans en comparant des groupes de bilingues français-anglais à des groupes de monolingues anglophones et à des groupes de monolingues francophones. Ça se passe au Canada. Et bien sûr, ils ont pris la précaution de bien contrôler ces groupes et qu'ils soient comparables à un certain nombre de variables. Ils les ont comparés dans un certain nombre d'épreuves verbales et non verbales, et c'est donc historiquement les premières études comparatives où l'on montre une supériorité du groupe bilingue par rapport au groupe monolingue. Ils se distinguent par leur souplesse mentale, par leur mobilité conceptuelle et par leur capacité à résoudre des problèmes. Alors, à partir de cette première étude, eh bien, on va dire qu'à partir des années 60, on est plutôt non plus dans cette idée de handicap autour du bilinguisme, mais plutôt on va être autour de l'atout du bilinguisme et vont se développer un certain nombre de recherches qui montrent des effets positifs des bilingues par rapport aux monolingues dans un certain nombre de capacités, de compétences, en mémoire, en mathématiques, en raisonnement logique, etc. etc. Alors, concernant le langage oral, eh bien, on a étudié donc précisément le développement des enfants monolingues et bilingues dans le développement du langage oral. Comme le rappelait Agnès en tout début d'intervention, il est très clairement montré que dès la naissance, voire même un peu avant, eh bien, les langues et la langue de l'environnement vont avoir une influence précoce sur l'organisation perceptive et la phonation de l'enfant. On sait que quelques heures ou quelques jours après la naissance, les bébés, les nourrissons, sont capables de faire la différence entre leur langue maternelle et une langue étrangère. On sait aussi que dans les premiers mois de la vie, parmi toutes les productions sonores que font les bébés, ils vont aussi produire des sons étrangers à leur langue maternelle ou d'origine. Donc on a une influence très précoce. On sait également que pour les fameux bilingues simultanés, ceux qui apprennent à parler les deux langues très tôt, eh bien, les stades d'acquisition du langage sont identiques à ceux des monolingues. Donc cette idée de retard de développement, ce n'est pas du tout le cas chez les bilingues simultanés.
De même, on montre qu'il existe une grande variabilité inter- et intra-individuelle entre les enfants qui se développent dans leur langage. Et ça, c'est valable chez le monolingue comme chez le bilingue. Le problème, c'est que lorsque l'on l'observe chez un bilingue, on va dire « Oh, il faut surtout arrêter de parler sa langue maternelle parce que ça retarde son développement ». On ne se rappelle pas que même chez le monolingue, eh bien, on a ces retards, ou c'est pas des retards, ces différences inter-individuelles ou intra-individuelles au même moment. Alors, ce que l'on sait aussi, c'est qu'au tout début du développement du langage, le stock de vocabulaire d'un enfant bilingue est inférieur au stock de vocabulaire de 2 enfants monolingues de chacune des 2 langues. Tout simplement parce que les enfants bilingues, au tout début de leur développement, vont faire feu de tout bois des langues qu'ils utilisent. Et quand il n'y a pas un mot dans sa langue, eh bien, il va passer dans une autre langue. Autrement dit, il va faire ce fameux code switching. Il va passer d'une langue à l'autre pour s'exprimer. Ce mélange de code est donc quelque chose de tout à fait normal dans le développement du langage. Il tend à disparaître, mais à condition que l'environnement, que les parents, par exemple, ne mélangent pas les langues. Ce que l'on sait aussi, c'est que ces enfants, certes, au début, ont peut-être moins de mots dans leur vocabulaire dans chacune des 2 langues, mais ils ont des capacités de communication plus importantes qu'un monolingue qui serait plongé dans un milieu bilingue. Alors, on a dit qu'il y avait des effets positifs du bilinguisme sur le développement de l'enfant de façon générale, mais attention, ceci à 2 conditions. Autrement dit, il faut que, premièrement, les langues soient suffisamment pratiquées. Là, cela fait référence aux études d'un Canadien très connu, de Jim Cummins, qui montre que pour que la 2e langue soit développée, il faut déjà que la première langue soit bien maîtrisée. Ça, c'est un premier point. Et puis, dans sa célèbre hypothèse de l'interdépendance développementale et du double seuil de compétences langagières, il montre que pour que l'on ait des effets positifs du bilinguisme, il faut que les 2 langues soient suffisamment maîtrisées. Autrement dit, il faut plusieurs années de pratique des 2 langues pour voir des effets du bilinguisme sur le développement cognitif et sur la réussite scolaire des enfants. La 2e condition, c'est que les langues doivent être suffisamment valorisées et par la famille, et par l'école, et de façon générale par la société. Sans cette valorisation, eh bien, les enfants plongent dans ce qu'on appelle la bilingualité soustractive, c'est-à-dire que les langues sont si peu valorisées que finalement la 2e langue, qui est souvent la langue d'enseignement, va prendre le pas sur la première langue. Et justement, par rapport à l'hypothèse de Cummins, eh bien, on peut avoir, dans des cas très extrêmes, on peut voir apparaître des retards de développement du langage. Quelques résultats maintenant internationaux en faveur de l'enseignement et de l'éducation bilingue. Depuis les années 50, il existe de par le monde des dispositifs pédagogiques qui valorisent les langues. Alors, de différentes manières. On a des dispositifs, des programmes de transition, des programmes bilingues à parité horaire, des programmes où on introduit quelques heures les langues d'origine ou des enfants, des programmes par immersion. Et donc, de manière générale, on a plutôt montré un impact positif de ces dispositifs d'enseignement qui valorisent les langues, alors à travers le monde. On va dire que comparativement, en France et dans les collectivités françaises d'outre-mer, on a beaucoup moins de recherches, ce qui montre un peu, encore une fois, un retard par rapport aux préoccupations autour de cette question. Alors, on a nos enfants, bien sûr, on le sait tous, nos enfants sont, dès le secondaire, reçoivent un enseignement des langues étrangères. Il existe en France des critiques sur ces méthodes traditionnelles d'apprentissage des langues étrangères. Je vous renvoie à l'ouvrage de Comblain et Rondal qui nous disait en 2001 que l'apprentissage était trop tardif, c'est-à-dire on introduisait en France avant 2008 les langues étrangères au collège, alors qu'on sait très bien que d'un point de vue de la plasticité cérébrale, eh bien, on a déjà un déclin vers 8-9 ans. Donc les enfants sont beaucoup... Alors on peut apprendre à parler les langues toute notre vie, mais on a une facilité beaucoup plus importante avant l'âge de 8-9 ans au niveau cérébral. De même, ça arrive beaucoup plus trop tard par rapport à la période privilégiée de sensibilisation des capacités discriminatives et articulatoires. Il est vrai que quand on est
plus jeunes, on a des facilités articulatoires qui disparaissent, oui. Voilà, ça disparaît. Qui disparaissent pas complètement, mais qui sont beaucoup moins faciles en grandissant. Deuxième critique qui sont formulées. Alors, juste aussi pour dire que depuis 2008, on va... Ouais, il apparaît pas sur mon PowerPoint. Il apparaît derrière. Ça, c'est ma fille. Bah non, il apparaît plus, c'est bon. Ah non, encore. Non, c'est pas une machine. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il n'est pas sur l'écran de la machine. Bon, je vais réessayer. On n'a pas sauvegardé. Bah alors, qu'est-ce qu'il a fait cette machine? Tu veux qu'on change d'ordi? Non, bah on voit pas. Oui, c'est bon, c'était ça. Ça y est? Allez. Donc, juste pour dire que depuis 2008, on a introduit les langues étrangères à l'école primaire à partir du CE1, à raison d'1h30 par semaine. Et on verra, on va dire 98% de nos enfants, dès le allez hop, on va y aller là, reçoivent cet enseignement. Voilà. L'enseignement d'une langue étrangère, l'anglais étant à 98% enseigné dans nos écoles. Alors, autre critique, l'apprentissage scolaire est trop peu intensif. En moyenne, 3h30 par semaine au collège, selon les disciplines, enfin les particularités. 3h30 par semaine. Nous, par exemple, on a testé dans nos dispositifs 5 heures par semaine. C'est le minimum déjà, 5 heures. 3h30 par semaine, c'est peu intensif pour avoir un effet important dans la littérature scientifique. C'est au-delà de ces 3h30. L'apprentissage scolaire est trop réflexif. On place une importance à la grammaire plus qu'au détriment de la capacité à communiquer. D'ailleurs, j'ai déjà discuté avec des collègues anglophones qui nous disaient nous, on n'a jamais appris les listes des verbes du prétérit en anglais et vous les faites apprendre par cœur par vos enfants. Nous, on ne fait pas ça en Angleterre. On n'apprend pas les listes par cœur. Et puis, les techniques d'apprentissage sont surtout de type traductif. On travaille plutôt la version, la traduction, le thème, au détriment de la communication orale. Alors, comme je le disais, premier degré, 95% de nos écoliers, dès le CE1, reçoivent l'enseignement à 1h30 par semaine, plutôt l'anglais. L'allemand arrive en deuxième position et l'espagnol en troisième. Au second degré, c'est 99% de nos élèves. Ça, c'est sur l'Académie de Nantes, avec toujours la première place pour l'anglais, puis l'allemand à 4% et l'espagnol pour 1%. Et puis, nous avons aussi nos classes bilingues, dès la 6e, les enfants qui peuvent apprendre 2 langues dans ces classes bilingues. Alors, à côté de on va dire des programmes traditionnels, de ce qui est prévu dans nos programmes traditionnels, eh bien, nous avons d'autres programmes pédagogiques qui existent en France et dans les collectivités françaises d'outre-mer. On connaît bien ici les écoles d'Iwan, mais vous avez donc les écoles catalanes ou les écoles basques qui utilisent une méthode immersive de la maternelle au lycée. Alors l'immersion, c'est une éducation qui est dispensée soit totalement, soit partiellement dans une langue seconde, ayant pour objectif de rendre les élèves compétents dans cette seconde langue tout en préservant leurs compétences dans leur langue première. Alors, on sait les résultats des évaluations nationales de CE2 et de 6e de 2010 ont montré que le niveau des élèves des écoles d'Iwan est globalement supérieur à la moyenne nationale, et ceci à niveau social équivalent. Donc on a des résultats plutôt positifs. Autre type d'enseignement, ce sont les dispositifs d'enseignement bilingues à parité horaire.
sur 24 heures d'enseignement par semaine, 12 heures dans une langue, 12 heures dans l'autre langue. Il en existe beaucoup sur le territoire français, notamment aussi en Alsace. On a également des résultats académiques plutôt positifs. Alors nous, dans un programme qui s'appelait École POM, École plurilingue Outre-mer, nous avons travaillé en Guyane, département français, sur un dispositif bilingue créole-français à parité horaire. On avait donc des enfants qui étaient créolophones, qui ont été suivis pendant 2 ans au CP, au CE1, et qu'on comparait à des enfants créolophones de même niveau socio-économique et qui étaient scolarisés dans des classes traditionnelles, autrement dit des classes où la langue d'enseignement est le français. Et donc nous avons montré que 2 ans après, ces élèves de CE1 qui fréquentaient ces classes bilingues à parité horaire, eh bien, étaient bien meilleurs en lecture et écriture en français, tout en ayant de meilleurs résultats en créole. Donc tout bénéfice pour ces enfants. Alors autre dispositif un peu moins connu en France, je pense que c'est beaucoup moins connu, pourtant ça existe depuis les années 70, ce sont les dispositifs ELCO, pour enseignement des langues et cultures d'origine. Ces dispositifs sont destinés aux enfants issus de l'immigration dans les écoles élémentaires et les collèges. Ils sont le fruit d'accords bilatéraux entre la France et 9 pays qui sont cités sur le diaporama. Et l'idée, c'est de proposer des cours de et en langue de ces pays. Environ 3 heures par semaine, ça varie, j'ai vu 1h30 jusqu'à 3 heures. Ce sont des cours gratuits qui sont proposés hors temps scolaire. Au tout début, ils étaient pendant le temps scolaire, maintenant ils sont hors temps scolaire, dispensés par un enseignant détaché par le pays d'origine. Et il faut savoir qu'on a quand même 80 000 élèves de niveau élémentaire et 6 000 élèves de niveau secondaire qui étaient comptabilisés en 2010-2011 au niveau national. Alors en Loire-Atlantique, nous avons en 2014 10 enseignants qui interviennent dans 49 écoles. Alors, dans une thèse que nous avons co-dirigée avec Agnès Florin, Jacqueline Feuillet et moi-même, une thèse soutenue en 2011 par Amel Rachidi, nous avions étudié les effets de la valorisation du bilinguisme franco-arabe, donc via ce dispositif ELCO qui est proposé, et en contexte familial. Et nous avions évaluer ces effets sur les performances scolaires de ces élèves de CP et de CE1 et sur leur sentiment de compétences en langue. Alors on avait constitué des groupes de bilingues franco-arabes qui fréquentaient les classes ELCO, des groupes de bilingues qui étaient franco-arabes qui ne fréquentaient pas ces classes ELCO, qui étaient en école traditionnelle. On avait bien sûr contrôlé le niveau socio-économique de ces groupes, bien sûr comparé à un groupe de monolingues qui ne parlaient pas du tout l'arabe, de même niveau socio-économique. Et donc, nous avons pu montrer que le contexte familial comme le contexte scolaire apportait des éléments complémentaires chez ces enfants fréquentant les classes ELCO. On avait un effet direct des classes ELCO sur les performances scolaires en français de ces élèves au CE1. Et puis, on a montré que ces familles qui envoyaient ces enfants en classe ELCO, ce sont des familles qui avaient plutôt des pratiques positives autour de la culture et des langues arabes. Et donc, ces pratiques avaient une influence directe sur les performances langagères des élèves arabes, comparativement aux autres franco-arabes non scolarisés dans ces classes ELCO, et sur surtout leur sentiment de compétences en communication orale en arabe. Alors, autre dispositif, ce sont des dispositifs que nous avons étudiés en Outre-mer, en collectivité française d'Outre-mer, les dispositifs langue et culture d'origine, où il est question d'introduire les langues et la culture d'origine des élèves dès la maternelle, à raison de 3 à 5 heures par semaine. Alors, on a étudié cela en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et en Guyane, mais ces dispositifs existent aussi dans les autres collectivités françaises d'outre-mer.
Et donc nous avons, avec un programme qui s'appelle le programme École POM, École plurilingue Outre-mer, nous avons travaillé, nous avons évalué ces dispositifs, notamment au CPCE1. L'idée était de voir la plus-value de ces dispositifs, bien sûr sur le développement des enfants, mais aussi sur les pratiques familiales, les représentations du plurilinguisme, mais également sur les représentations des enseignants et des politiques. Donc nous avons, selon la même méthodologie, suivi des groupes d'enfants qui bénéficiaient de ces programmes. Nous avons ciblé les langues de ces enfants et nous avons comparé des groupes contrôle et des groupes expérimentaux, groupes contrôle ne fréquentant pas ces dispositifs, que nous avons évalués dans différentes tâches cognitives, langagières et académiques. Et on a fait donc ce suivi de 2 ans, puisque, encore une fois, l'idée c'est que tout ça, ça s'installe progressivement et un suivi minimum de 2 ans est nécessaire pour voir des effets de tels dispositifs. Alors les résultats ont été extrêmement positifs par rapport au dispositif LCO, qui avait un impact positif sur les langues d'origine de ces enfants. Il faut savoir que dans ces collectivités, notamment en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les enfants deviennent francophones et on ne parle plus les langues kanak. La jeune génération parle beaucoup moins les langues kanak, par exemple. Donc, un impact sur l'usage des langues kanak à l'oral, mais également à l'écrit. Et également, cela sans entraver, c'est important, le niveau en français, qui est la langue d'enseignement. Et nous avons également montré plutôt en Polynésie, que l'enseignement de la langue, à la fois à l'oral comme à l'écrit, permettait de favoriser l'émergence de transferts vers le français. Alors, on continue actuellement de suivre les enfants polynésiens, on travaille avec la Polynésie. À la suite de ce dispositif École POM, eh bien, nous avons suivi des enfants, donc ce qui nous permet d'avoir une étude longitudinale longue, ce qui est suffisamment rare parce que, encore une fois, ces effets ne peuvent émerger qu'au bout d'un certain nombre d'années. Donc là, on a la possibilité d'avoir une étude longitudinale de 5 ans auprès de 159 enfants. Donc un programme École POM qui est devenu REO C3, où on a étudié plutôt ce qui se passait au cycle 3. Et donc on avait évalué ces enfants sur certains indicateurs du langage oral en tahitien et en français dans le cadre d'École POM. Et dans le cadre de REO C3, nous avons évalué ces enfants dans des indicateurs de maîtrise de l'écrit et aussi de l'oral en français et en tahitien. Et donc nous avons pour l'instant des résultats provisoires puisque nous sommes en train de recueillir les données de fin CM2. Nous avons pu démontrer encore une fois un impact de ces dispositifs sur le tahitien, à la fois à l'oral et à l'écrit. Il faut savoir que dans ces pays, on pensait qu'il ne fallait pas apprendre à lire en tahitien, c'était inutile, il fallait apprendre à lire surtout en français. Et bien là, on montre que les enfants sont capables d'apprendre à lire dans 2 langues. Et en plus, que cela n'a pas d'effet négatif sur le français. Et en plus, ça va faciliter la lecture en français, puisque, en accord avec des travaux internationaux, on montre que le tahitien, qui est une langue qui est complexe à l'oral, mais à l'écrit, elle a cette particularité d'être transparente. C'est-à-dire, elle n'est pas irrégulière comme le français, où on sait très bien que à un phonème, un son correspond à plusieurs lettres et un graphème, et inversement, un graphème peut correspondre à plusieurs phonèmes, le O, EAU, O, etc. Eh bien, le tahitien, ça n'existe pas. Et donc, le fait d'apprendre à lire dans une langue qui est transparente d'un point de vue orthographique facilite l'apprentissage d'une langue qui est très opaque comme le français. Et donc ça, ce sont des résultats qui vont dans le sens notamment des chercheurs Mann et Wimmer qui avaient montré la même chose avec l'allemand, qui est une langue à l'écrit qui est relativement transparente. Alors pour conclure, ou pour ne pas conclure, on est d'accord que être bilingue ou plurilingue, c'est la norme dans le monde. Être monolingue, c'est une exception. On sait aujourd'hui qu'il n'y a aucun risque, ni affectif, ni cognitif, d'apprendre en et avec plusieurs langues, mais bien sûr sous certaines conditions énoncées. Il faut valoriser ces langues et il faut les pratiquer. Il y a des bilingues qui sont en difficulté
parce qu'on n'a pas suffisamment pratiqué la langue maternelle et on n'a pas assez valorisé la langue maternelle. Le bilinguisme est bien sûr un atout, hein, il est considéré comme un atout et non plus comme un handicap, comme on pouvait le penser avant les années 60. Et puis surtout, il n'existe pas de petites et de grandes langues. Toutes les langues sont bonnes à apprendre. La querelle de savoir, mais est-ce que je dois apprendre telle ou telle langue? Si c'est le bilinguisme qui est intéressant, c'est-à-dire développer des compétences cognitives, eh bien sûr, toutes les langues sont bonnes à apprendre. Après, on peut choisir telle ou telle langue pour d'autres raisons, mais en tout cas, toutes les langues sont bonnes à apprendre pour développer les compétences cognitives et langagières. Alors, je termine par une petite illustration empruntée à Jim Cummins, qui représente les langues sous forme de roues. Alors, vous voyez, le monolingue, il est sur un monocycle, il avance très bien, hein, avec son monocycle, il n'y a pas de problème. Là, vous avez le bilingue dominant, enfin avec une langue qui est plus maîtrisée que l'autre, et il avance également avec sa petite langue et sa grande langue. Vous avez le bilingue équilibré, celui qui a deux langues, lui, il avance un petit peu plus vite. Et puis, si on n'offre pas aux enfants de bonnes conditions pour développer leurs deux langues, eh bien, on risque de se retrouver avec des roues carrées et donc de pas tellement avancer. Les publications, hein, on a publié sur un certain nombre, d'un certain nombre de supports, donc sont rappelés ici. Et donc, nous vous remercions pour votre attention. Bien, merci beaucoup pour cet exposé. J'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que vos enfants sont bilingues, précoces? Je vais vous raconter. Moi, je suis tombée dans le bilinguisme. Alors moi, je suis le produit de l'école républicaine. Je suis pas très bonne dans les langues. Et je suis tombée dans le bilinguisme en allant vivre en Nouvelle-Calédonie. Et à l'époque, j'avais une petite fille qui était toute petite et qui a fait partie de ces classes expérimentales et qui a appris le djéou. Petite blonde. Et alors, bien sûr, elle a 11 ans maintenant, elle n'a rien retenu du djéou, mais en revanche, elle est très sensible au niveau des langues. Elle a de bonnes sensibilités au niveau de l'anglais, elle a des facilités que je n'ai pas. Et donc, ils ne sont pas bilingues parce que malheureusement, on va dire que l'école française, à l'heure d'aujourd'hui, ne valorise pas suffisamment le bilinguisme. Donc mais elle a des facilités. Merci. Allez-y pour les questions qui se lancent. André Hubert, oui. Oui, une question d'information, parce que vous avez l'air de savoir beaucoup de choses que nous ne savons pas. C'est d'ailleurs pour ça c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Si j'ai bien compris, en Loire-Atlantique, il y aurait, pour l'arabe, 10 enseignants dans 49 écoles, enseignant 3 heures par semaine. C'est ça dans le système. Pour la totalité. Les classes ELCO, vous avez. Alors, je sais qu'il y a des enseignants turcs. Oui. À ma connaissance, c'est l'arabe. Alors, l'arabe algérien, l'arabe tunisien, l'arabe, etc. Hein. Et à ma connaissance, puisqu'on avait travaillé avec eux en 2011, on avait terminé. Donc, on avait, on va dire, arabe avec toutes les variantes de l'arabe et arabe turc. Mais vous avez également, en France, pas à Nantes, à ma connaissance, hein, mais l'espagnol, par exemple, qui peut faire partie des classes ELCO, le portugais, le serbe, etc. Mais en Loire-Atlantique, à ma connaissance, on est plutôt sur arabe et turc. Alors, je prolonge ma question. Est-ce que ça laisse réellement le choix aux parents qui le voudraient d'inciter leurs enfants à suivre cette formation qui, a priori, moi, me paraît excellente. Je ne vous dirai pas pourquoi. J'ai une enfance algéroise et j'ai été complètement brimé de ce côté-là, puisque j'ai été un pur produit de l'école républicaine. À toutes les strates d'enseignement, et j'avais avec moi au lycée des amis qui, ayant en plus l'arabe, avaient, selon moi, une supériorité culturelle considérable, alors qu'ils étaient aussi bons en français, bien sûr, que moi. L'inscription en classe ELCO est sous le volontariat des parents, rien n'est imposé, donc on a malheureusement, à mon goût, quand je visitais les écoles qui proposaient une classe ELCO, c'est pas valorisé, il n'y a pas d'affichage. Classe ELCO, etc. Pas suffisamment valorisé, pas suffisamment d'informations là-dessus.
Et donc souvent, on va dire que, c'est ce qu'on avait noté dans la thèse d'Amel Rachidi, c'est que les parents qui mettent leur enfant dans une classe ELCO, ce sont des parents qui sont convaincus de l'impact du bilinguisme, qui revendiquent leur origine arabe ou turque ou autre, et donc qui ont réfléchi sur la question. Et souvent, ce sont aussi des parents qui ont intellectualisé les choses, qui ont décidé, tiens, à la maison, on va parler arabe. L'école, on va laisser le français à l'école. Mais en plus, on va valoriser à travers des... Donc, voilà. Je continue encore ma question. Finalement, ce bilinguisme, quand il est par hasard pratiqué chez nous, finalement, est-ce qu'il facilite l'apprentissage du français ? Ce sont nos conclusions, mais attention, pas dans n'importe quelle condition. Et là, on l'étudie beaucoup dans les Outre-mer français. C'est-à-dire qu'on ne devient pas enseignant des langues parce qu'on pratique la langue, parce qu'on la connaît. Il faut des gens suffisamment formés. En Nouvelle-Calédonie, comme en Polynésie française, il y a un diplôme, il faut avoir une licence régionale pour pouvoir donner ce type. Et il faut être enseignant. Donc, on ne peut pas s'improviser. Il faut avoir des personnes ressources. Il faut des gens formés, il faut des outils pédagogiques, donc c'est pas dans n'importe quelle condition, c'est pas sur une seule volonté qu'on peut mettre ça en place. Et ma dernière remarque, et puis je me tairai bien sûr, c'est que finalement ces enseignants, vous avez l'air de dire qu'ils sont mis à disposition de l'éducation nationale par des pays étrangers. Oui, c'est là, alors on va dire... Les ELCO, oui, pour le cas des ELCO, alors ça a mauvaise presse. Quelquefois, il y a beaucoup de critiques autour parce que forcément, on parle, on va dire c'est intégriste, et puis surtout, on reproche. On sait très bien qu'on a aussi ici un pool d'enseignants, par exemple, qui sont d'origine marocaine, par exemple, et qui pourraient dispenser ces cours. Mais on va les chercher au Maroc. Donc ça, c'est beaucoup critiqué. En tout cas, c'est toujours là depuis les années 70. Enfin, fin 70. C'est beaucoup critiqué. Mais en tout cas, oui, ce sont les pays ce sont des accords bilatéraux. Ce sont ces pays qui définissent les contenus, qui définissent les programmes et qui envoient leurs propres enseignants. Ce qui peut être discutable, peut-être, Rigidité du système. Et c'est vrai qu'on a cette rigidité en France, je pense, par rapport aux enseignements plurilingues. On ne l'a pas dans d'autres pays, dans des pays proches de nous, par exemple en Allemagne, où on considère que on peut au contraire valoriser les compétences des personnels qui sont même dans les crèches et qui parlent, mettons le turc ou une autre langue que l'allemand, et on considère que c'est plutôt positif que ces personnels-là parlent la langue commune avec les familles des enfants et qu'elles ont en charge. Et ça pose pas de problème, ça a même été valorisé. On imagine la difficulté de valoriser ça en France pour que les ATSEM, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, qui parlent une autre langue que le français, puissent la pratiquer avec les enfants. C'est loin d'être simple. On a même vu dans les écoles des dom-toms l'interdiction de parler créole aux enfants, ou breton plus près de chez nous, dans les écoles. Donc on a quand même un problème avec ça. On a fait un pays unifié à partir de tous ces provençaux, alsaciens, bretons, avec une seule langue, le français. On essaye d'y revenir, mais avec des fortes résistances, et des résistances qui ne sont pas que celles du système éducatif et d'une vilaine éducation nationale. Ce sont aussi les résistances des familles qui ont intériorisé dans un certain nombre de territoires, de familles et de décideurs aussi dans différents secteurs. On a vu dans des colloques nationaux il y a 2 ans à peu près, organisés par le ministère de l'Éducation nationale, où on avait des inspecteurs généraux qui disaient « Mais à quoi ça sert de leur apprendre le kanak une langue kanak, il y en a 28. À quoi ça sert qu'on leur apprenne l'anglais, l'allemand, enfin une langue européenne utile. Et déjà, s'ils savaient parler le français, on serait content.
Bon, mais il y a des familles qui ont intériorisé, je le disais au début, la nécessité de parler, de mettre une croix sur leur propre langue et de parler la langue d'enseignement, la langue de la réussite des fonctionnaires, des Blancs. En Guyane, on avait fait une conférence grand public et je me souviens, un monsieur qui est venu nous voir, il pleurait quasiment parce que il était créolophone, et avec ce qu'on lui a dit, il se sentait culpabilisé de ne pas avoir parlé, il s'est forcé de ne pas parler le créole avec ses enfants pour ne pas les pénaliser. Voilà, il pensait leur rendre service. Et il s'est rendu compte en allant à Londres, dans un hôtel, il ne parlait pas l'anglais, dans l'hôtel, on ne parlait pas le français, que finalement le créole, ça pouvait être utile, parce que le portier de l'hôtel, il était créolophone, mais pas de Guyane, d'Haïti, et qu'ils arrivaient à se comprendre. Et finalement, ce n'était pas si inutile, de ce point de vue-là. Voilà. On pourrait dire qu'il y a eu les mêmes attitudes dans d'autres pays que la France. Je pense aux États-Unis, dans certains États où on a interdit de parler le français, la Louisiane, et maintenant on y revient en faisant des classes d'immersion. Alors il y avait une intervention. Oui, ça va être très rapide. Ce qu'on dit sur l'apprentissage, je me souviens, il est mort maintenant, Claude Duneton, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait il participait, il soutenait la littérature des pays, des écrivains créoles, canadiens, etc. C'est lui qui avait fait son premier livre, c'était Parlons croquant. Et il y avait pas une interdiction, mais une pression de l'intelligentsia à ne pas diffuser. Et je crois que les premiers, de mémoire, les premiers écrivains antillais ont été édités au Canada. Oui, mais il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour enseigner les... Ah, il faut parler dans le micro. Il y a des gens qui se battent aujourd'hui et qui font d'énormes efforts pour enseigner les langues, y compris à l'écrit, en créant de toutes pièces les supports écrits. On a vu des enseignants en Guyane, au bord du Maroni, qui créent des supports en langue amérindienne ou en langue bushinangé pour la classe, pour enseigner les enfants. Hein. Donc, vous voyez, toute l'importance de l'écrit, est-ce que ça peut représenter pour une construction à la fois des capacités de communication et communiquer en plusieurs langues, enfin, c'est complètement indispensable au XXIe siècle. Et puis, c'est en même temps des éléments forts, on l'a dit au début, de l'identité et de la reconnaissance sociale. Oui, bonsoir, Thierry Odéon. Dans le prolongement des questions d'Hubert Ménard, pour le dispositif langue, culture d'origine, est-ce qu'il y a ce dispositif présent en Loire-Atlantique et à Nantes ? Non, c'est vraiment spécifique. Alors là, c'est vraiment spécifique aux collectivités françaises d'outre-mer. Il faut savoir, donc dans ces collectivités, il y a toute l'histoire coloniale qu'il y a derrière. Il faut savoir, comme le disait tout à l'heure, Agnès le rappelait, on va dire que l'interdiction de parler les langues. Alors on a eu dans ces collectivités, on va dire, une première phase dans la colonisation où on avait appris, les Blancs avaient appris les langues autochtones pour pouvoir comprendre. Et puis on a eu ensuite une interdiction des langues, notamment à l'école, de parler les langues quand on a scolarisé les enfants autochtones. Et on va dire que cette fin d'interdiction date des années 70, donc c'est tout proche dans notre histoire où on interdisait de parler la langue. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80 et 90, on a eu dans ces pays des soulèvements populaires, de revendications de la culture et des langues. Et donc, dans un certain nombre de pays, notamment la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, les langues autochtones, les langues locales ont été reconnues langues d'enseignement, ce qui changeait tout,
par rapport à... C'est-à-dire que le français n'était plus uniquement la langue d'enseignement, elle est devenue, avec les langues locales, les langues d'enseignement. Et donc, à partir des années 2000, c'est hier, hein, début 2000, on a commencé à expérimenter dans ces pays des dispositifs où on introduisait ces langues. Parce que tout d'un coup, alors qu'on avait interdit de les parler à l'école, tout d'un coup, il fallait tout inventer. Des programmes scolaires, des gens à former, avoir des personnes ressources pour l'enseigner. Par exemple, les étudiants kanak, il y a très peu d'étudiants kanak qui ont fait des études poussées, donc il fallait avoir suffisamment de jeunes recrutés, formés, maîtrisant la langue, mais en même temps le français, etc. Créer des outils, etc. Donc on a commencé à expérimenter ces dispositifs LCO. Dans les années, ça a démarré 2003, et il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, pour ne citer que la Nouvelle-Calédonie, les accords de Nouméa datent de 98, un soulèvement des indépendantistes qui s'est soulevé avec les fameux événements, hein, de Nouméa, d'Ouvéa, etc. Et donc, 98, on reconnaît les langues. 2003 uniquement, on commence à dire, mais comment on met en application l'introduction des langues. Et donc, on expérimente. Et donc, depuis 2003, on travaille, 2003, 2004, nous, on a commencé, ça fait 10 ans qu'on travaille un peu sur ces questions-là, où on introduit, on expérimente. Il faut tout faire, créer des outils, etc. Il ne faut pas idéaliser les choses, parce que en Nouvelle-Calédonie, comme Isabelle vient de le dire, il y a eu de l'expérimentation, et forcément dans des endroits peu nombreux, parce qu'il y a une question de moyens, en personnel, en outils, etc. Et après, dans d'autres territoires qui n'en bénéficient pas, on veut aussi cet enseignement-là. Pourquoi c'est dans la ville d'à côté et c'est pas chez nous, à la pointe de l'île, etc. Et donc, comme on n'avait pas les moyens, et bien, alors qu'à certains endroits, on était arrivé à 3 heures ou 5 heures hebdomadaires en langue, kanak, djiou ou autre, du coup, ils ont décidé de tout mettre au même niveau. Donc, au même niveau, à coût constant, ça fait 20 minutes par semaine pour tous les enfants. Bon, autant vous dire que c'est de la rigolade, quoi, à ce niveau-là. Hein. En Guyane, on a vu d'autres difficultés. Les intervenants en langue maternelle, les ILM, ils étaient sur des contrats, alors payés par l'inspection académique, mais sur des contrats de précaires, en enchaînant les CDD au-delà de toute loi, de tout respect de loi sur le travail. 11 ans de CDD, des choses comme ça. Donc, tout remis à plat, plus rien d'un coup. Juste au moment où nous, on avait un contrat de l'Agence nationale de la recherche École Pomme que pilotait Isabelle pour aller expérimenter là-dessus. Vous voyez, d'un autre côté, l'État supprime des moyens qui étaient extrêmement brinque-ballants. Bon, alors après, ils ont retrouvé des crédits ailleurs, mais pas éducation nationale, en proposant d'embaucher une partie des ILM licenciés. Évidemment, c'était mal connaître la culture amérindienne. Ils ont refusé, s'ils n'étaient pas tous repris, ils refusaient d'enseigner les langues et en langue dans les écoles. Donc voilà, en Polynésie, ça se passe mieux. Il y a une réelle volonté politique et une continuité, mais c'est comme ça. Hein. José. Tout reste à faire. Oui, alors 2-3 éléments de réflexion. Donc, je suis bilingue, paraît-il. Donc, en espagnol, je m'appelle José Martínez de la Fuente. En français, je m'appelle José Martinez. Ça ne se prononce pas pareil. Mais en plus, d'une certaine manière, on m'a demandé à renoncer à 50% de mes chromosomes. Puisque finalement, le nom de ma mère a disparu en devenant français. C'est peut-être une question à se poser. Oui, je sais qu'on peut le garder, mais socialement, 95%, enfin je ne connais pas les chiffres, mais l'immense majorité des gens ne le gardent pas. Chose très curieuse, c'est que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Les Bretons me disent souvent qu'ils ne parlent plus breton parce que ça a été interdit pendant des années et qu'on pouvait même aller en prison, etc. C'était pas bien de parler breton. Moi, je viens de Catalogne, où pendant des années, c'était interdit de parler catalan et on pouvait aussi aller en prison quand on parlait catalan jusqu'en 1975. La mort de Franco. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 99 et quelques % des Catalans qui parlent catalan et il y a un petit pourcentage des Bretons qui parlent breton. Donc, même cause, c'est pas les mêmes effets, c'est curieux. Quand on parle de l'enseignement des langues étrangères en France, on a tendance à dire que c'est pas terrible. Moi, j'ai appris au lycée français à Barcelone, puis à Madrid.
Donc finalement, le lycée français à l'étranger, les lycées français à l'étranger, a priori, fonctionnent plutôt bien. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on n'applique pas du tout le même système dans l'Hexagone. Alors, est-ce que les Français se tirent une balle dans le pied volontairement? Enfin, c'est assez curieux, quoi. On est dans des représentations monolingues, profondes, et avec toutes les résistances qu'il y a autour. Oui, moi, je pensais, en vous entendant les uns et les autres, je pensais à une réalité un peu plus politique qui tient à l'installation de la République française à partir de 1870, à partir de des années 70, avec l'école publique. Et en la matière, cette espèce de dispositif un peu bulldozer, c'était aussi pour la République. Bien sûr. Et c'était donc aussi pour ça que les patois, vous n'avez pas employé le terme patois, mais moi j'en ai eu des échos dans la famille lointaine. Moi aussi, j'ai appris plus tard que le patois dont on parlait, c'était de l'occitan. Ah oui, oui, non, mais moi je n'étais pas dans ces régions du sud. C'était dans le centre de la France. Et le patois, c'était un patois qui était pratiqué. Et s'il était pratiqué, il était perçu comme pas à la hauteur de la République, quoi. Et je crois que cette domination du français, en tout cas dans des régions comme le centre de la France, la Bourgogne, c'était aussi une affirmation républicaine. Bonsoir, Igor Lazebnik. J'avais 2 questions et demie, disons. Premièrement, on a fait des études, par exemple, sur des enfants qui ont commencé à étudier les musiques très très tôt. Et on a trouvé que le corpus callosum, la région qui relie les 2 sections, était beaucoup plus développée. Est-ce que vous avez pu scanner les enfants ou est-ce que ça sort de l'éthique? Alors, nous, on n'est pas des neuropsy, oui, mais il y a des études sur le cerveau bilingue, ça s'appelle comme ça. Alors moi peut-être que tu peux répondre un peu là-dessus. Oui, il y a des études de neuropsychologie qui ont montré... Alors, quand on parle du bilingue précoce, c'est-à-dire un enfant qui est élevé dans 2 langues, un bébé ouais, qui est élevé dans 2 langues. Quand on fait de l'imagerie cérébrale, on s'aperçoit que ces bilingues du début de la vie n'activent pas les mêmes zones cérébrales quand ils parlent l'une et l'autre langue que des bilingues tardifs. D'accord? Donc, et vous savez, c'est un principe général que nous a appris la neuropsychologie, c'est que nous arrivons au monde avec un cerveau qui n'est pas terminé, et que ce cerveau, alors bien sûr, les limites de l'espèce humaine au niveau cérébral exercent des contraintes sur ce qu'on peut faire, percevoir, etc. Mais en même temps, le cerveau, il va continuer à se construire sous l'impact des expériences de la vie. C'est pas donné à la naissance. Voilà, il a ce cerveau-là et hop, c'est avec ça qu'il va grandir, qu'il sera doué pour les maths ou pas, ou enfin ce genre de choses. Vous voyez, ça n'a aucune pertinence. Donc, et c'est pour ça qu'on souligne toute l'importance et qu'on l'a montré, pas nous. On ne travaille pas sur ces paradigmes-là. C'est d'autres équipements, d'autres recherches. Mais on a pu montrer que des bébés, ça c'est un grand classique, jusqu'à l'âge de 8-9 mois, perçoivent les différences sonores dans toutes les langues. Alors on donne souvent l'exemple du japonais, percevoir la différence entre le son le et re, comme lampe et rampe chez nous. Alors sur le catalan, il y en a aussi, mais je ne les connais pas. Des bébés japonais peuvent percevoir ces différences-là jusqu'à 9 mois, mais comme ces différences n'existent pas en japonais, ils le perdent, et des adultes japonais ne la perçoivent pas. Donc ça renforce l'idée de tout l'intérêt
de grandir dans 2 langues dès que possible, lorsque c'est possible, que l'enfant est bien dans 2 langues ou dans 3 langues, peu importe. Effectivement, il y a des études de neuropsychologie, d'imagerie cérébrale, qui montrent que ça ne fonctionne pas pareil. Et ça renforce bien l'idée que le bilingue, c'est pas 2 monolingues dans le même cerveau. Le cerveau fonctionne différemment. Et juste au niveau théorique, il y a M. Chomsky qui dit depuis longtemps que la langue, le langage, c'est un organe dans le cerveau qui ne change pas forcément les autres. Est-ce que vous avez trouvé dans vos études des autres que si on commence très tôt à étudier la langue, ça peut aussi maths ou autre chose? C'était une diapo qu'on vous a montrée, mais on est passé vite. Oui, il y a des études. Nous, on a contrôlé dans toutes nos collectes de données sur nos centaines d'enfants dans différents territoires. On a toujours contrôlé à la fois le développement dans le français, langue d'enseignement, et dans l'autre langue sur laquelle ils ont travaillé. Et on a contrôlé le développement sur les mathématiques, etc., pour s'assurer que ce n'était pas au détriment d'eux, ou sur d'autres aspects, le concept de soi, etc. Mais voilà, on a pu montrer des impacts positifs du plurilinguisme sur la créativité, sur la formation des concepts, le raisonnement en maths, la perception de l'espace, les capacités en mémoire, surtout la mémoire de travail, la maîtrise de l'écrit. Et on pourrait ajouter aussi, parce qu'il y a etc., on pourrait aussi ajouter des questions d'empathie, c'est-à-dire que ça donne une ouverture à la différence. Hein. Et apprendre plusieurs langues, c'est aussi développer une attitude réflexive dont les très jeunes enfants sont capables, hein, parce qu'ils font des comparaisons, ils ont des mots qui arrivent dans plusieurs langues, ils essayent de comparer les choses d'une manière plus ou moins consciente, mais ça va produire des attitudes réflexives de mise à distance des langues, de comparaison, de repérage des différences et d'acceptation des différences comme étant des choses normales, voyez. Alors, vous avez fait référence à la musique, on fait souvent le lien, puisque la musique est un langage aussi, on fait souvent le lien entre l'impact de l'apprentissage précoce de la musique sur d'autres aspects du fonctionnement cognitif ou du développement. Voilà, la musique est aussi une forme de langage, avec un code. Voilà, moi je suis musicienne d'origine aussi avant d'être psychologue, et j'ai un peu examiné ça. Voilà. Juste pour compléter avec quelque chose de plus aussi, avec une donnée plus concrète, on parle de langue, mais la langue est bien sûr indissociable de la culture. Et on a par exemple une thèse qui a été réalisée en Nouvelle-Calédonie, une thèse en ethnomathématiques, et qui a montré que les enfants kanaks, on s'est démontré au niveau des évaluations nationales, ils sont en échec des mathématiques. Mais en revanche, un collègue ethnomathématicien a montré que en utilisant la culture, notamment les cases, vous savez, les cases, les chambranles autour des cases, où il y a des formes géométriques ou des totems, tout est en symétrie, etc. On peut travailler via la culture, les pétales de fleurs, etc. En introduisant les éléments de la culture, les éléments de l'entourage des enfants kanaks, il a pu travailler, par exemple, en ethnomathématique, la symétrie axiale, des concepts très très difficiles qu'on pourrait pas, que les enfants n'arrivaient pas à développer avec un cours de maths traditionnel. En passant par de l'ethnomathématique, il a pu développer des compétences en géométrie, par exemple. Plusieurs langues donnent une sorte de mobilité cérébrale. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler de ce concept qui est somme toute assez récent de plasticité cérébrale, à laquelle je faisais référence en vous disant que en fait, le cerveau, il n'est pas donné à la naissance, il va se modeler au fur et à mesure des expériences. On a des millions, des milliers, des dizaines de milliers de réseaux de neurones qui disparaissent dans les premières années de la vie. On commence à vieillir très tôt, je suis navrée de vous le dire, mais on a toutes sortes de connexions neuronales qui disparaissent. C'est pas les mêmes chez tout le monde et dans toutes les cultures, dès lors qu'elles servent à rien
entre guillemets, elles ne sont pas activées, donc pouf, ça disparaît. Le développement, c'est pas un peu plus qu'hier et bien moins que demain. Le développement, c'est aussi de l'inhibition, c'est-à-dire des structures non utiles dans les expériences qui ont tendance à disparaître. Donc finalement, le plurilinguisme qui sollicite cette plasticité cérébrale, il va apporter plus de mobilité cognitive au sens très large, parce que ça, pour moi, ça peut inclure aussi bien des phénomènes d'empathie, donc d'affectivité, que strictement de traitement de l'information au sens académique du terme, intelligence, quoi. C'est pas que ça, loin de là. Et juste une dernière petite question, si je peux me permettre. Vous avez vu beaucoup d'écoles dans beaucoup de pays, vous avez vu pas mal de succès, pas mal de fracasses. Quelles sont les tendances des succès et qu'est-ce qu'ils font, si vous avez... C'est une vaste question. La réponse va être très vague. On va dire que dans les succès, je dois dire que le succès réside quand il y a une véritable prise de position politique, déjà. Donc, dans beaucoup de pays, notamment on travaille avec l'Afrique en ce moment, il n'y a pas toujours un positionnement clair au niveau des ministères, de savoir quelle est la langue d'enseignement, qu'est-ce qu'on va enseigner, etc. Et ni on va dire, un positionnement clair sur est-ce qu'on rentre dans le plurilinguisme ou pas. Donc il y a ça. Alors moi dans modèle, on va dire un bon modèle, c'est les Polynésiens. On a travaillé, ça fait 10 ans qu'on travaille avec les Polynésiens. On a peut-être connu une dizaine de ministres de l'éducation en Polynésie, parce que ça change souvent là-bas. Et donc autant de tous bords, hein, mais le dossier des langues polynésiennes a toujours été là et au centre des préoccupations. En Nouvelle-Calédonie, on va dire que c'est au gré du ministre de l'Éducation qui est en poste, que le dossier des langues kanak évolue. Hein. De temps en temps, oui, il y a un bon coup on y va, c'était le cas en 2003. Là, après, un ministre qui dit « Ah, bah non, on fait plutôt de l'anglais ». Donc voilà, donc il y a déjà une vraie volonté politique derrière. Deuxièmement... En lien avec la volonté politique d'un recteur aussi. Voilà. Il y a un certain turnover dans les territoires d'outre-mer. Tout à fait. Qui sont là en attendant d'aller ailleurs. Ensuite, moi je dirais que il y a beaucoup d'expériences qui ont échoué tout simplement parce que on n'avait pas les personnes ressources suffisamment formées, on n'avait pas pensé on va dire c'est coûteux de mettre en place un programme bilingue. Ça veut dire qu'il faut dégager des ressources humaines et financières. Quand tout ça, ça ne suit pas, ça se casse vite la figure. Les programmes qui ont marché, ce sont les programmes qui ont eu un véritable pilotage. Je prends toujours la Polynésie. En Polynésie, on avait une cellule langue et culture polynésienne au sein du ministère de l'Éducation qui était en charge de piloter ce programme avec un inspecteur, avec des conseillers pédagogiques et qui suivait les enseignants qui étaient en charge de mettre en place cet enseignement avec beaucoup de formations, beaucoup de visites de terrain, etc. Si on n'a pas un pilotage, ça fonctionne pas, c'est chaotique. Donc voilà, donc ça va aussi avec le premier point, la volonté politique. Après, il faut avoir des personnes suffisamment formées. Comme je disais tout à l'heure, il suffit pas de maîtriser une langue pour pouvoir savoir la transmettre. Donc il faut des personnes formées, il faut des outils pédagogiques. On est là, par exemple, dans le programme Élan Afrique, on a des enseignants qui créent leurs propres outils. Mais comment créer des outils alors qu'on a déjà ces 26 heures d'enseignement dans la semaine, plus une classe en Afrique, on est sur des classes de 250 élèves, etc., etc. Comment on met ça en place? Donc il faut des outils, il faut accompagner. Et alors, peut-être aussi le dernier point, c'est le travail à faire avec les familles. Les familles, on est encore dans on appelle ça, nous, la diglossie, hein, donc ces familles qui pensent que la langue d'origine ou la langue maternelle, c'est la langue du cœur, et elle ne s'enseigne pas. C'est la langue de la transmission, c'est la langue de la culture, c'est la langue des ancêtres, mais surtout, il ne faut pas l'enseigner. Et puis, la langue française, par exemple, c'est la langue de la raison. Elle s'enseigne.
mais ce n'est pas celle qui va permettre de transmettre les sentiments. Eh bien, toutes ces représentations-là, eh bien, ça met des freins. On a des familles qui retirent leur enfant de classes où on propose un enseignement bilingue, par exemple. Donc, tous ces freins, tous ces stéréotypes, ces représentations, etc., tout ça, je crois qu'il faut, il faut informer les familles, tout simplement. Il faut les suivre, il faut les accompagner, il ne faut pas les culpabiliser non plus, parce qu'ils ont vécu, ces familles, les grands-parents ont vécu l'interdiction des langues, donc c'est récent dans notre histoire. Donc les grands-parents parlaient la langue, on leur a interdit, ils ne l'ont pas transmis aux parents des enfants qu'on voit actuellement, et c'est seulement les enfants d'aujourd'hui qui commencent à reparler les langues. Donc c'est, voilà. Les parents qui ne sont pas forcément à l'aise dans leur voilà. Voilà. Donc voilà, si on fait un peu le point, mais c'est peut-être un peu large. Bonsoir. Je suis d'origine britannique, ma femme elle est bretonne. Je dis bien bretonne avant d'être française. Donc on a deux enfants, dont une, elle a 8 ans. Elle est à l'école et donc elle suit 3h30 de formation par semaine en anglais. Et ce que je vois, c'est que les cours ne sont pas très variés, jusqu'au point où elle peut rentrer 2 ou 3 fois sur 2 ou 3 semaines, toujours en train de chanter la même chanson. Il y a 3 lignes dans la même chanson. Donc au bout d'un moment, nous, en tant que parents, on en a un peu marre. Parce que c'est un peu fatigant. Mais en plus de ça, on lui encourage de participer dans les cours, parce qu'elle a cette facilité que les autres, ils n'en ont pas. Sachez que ma fille, elle nous dit « Mais papa, j'ai du mal parce que je ne comprends pas mon prof quand il parle en anglais. » Personne, ressources, non formées. Je lui dis « Mais comment ça, c'est pas possible ?» Il a un accent, il écrit quelque chose, ça n'a rien à voir avec ce qu'il écrit. Donc j'avais ça en tête. Et autre chose, j'étais dans une école il y a 3-4 semaines, une école privée, catholique, en Loire-Atlantique. Et j'ai assisté à 2 cours différents, avec une dame qui est prof d'anglais depuis 25 ans, et plus peut-être. Et elle employait des termes que moi je ne vois jamais dans un pays anglophone. Boy, girl, des termes, je dirais, qui datent peut-être des années 50, même avant. Et aussi, elle mettait des phrases sur le tableau. Et sur 3 phrases, 2 phrases étaient fausses. Donc, je reviens à l'idée de 3h30 de cours par semaine, dans un planning qui est déjà archi-booké, parce qu'il y a plein de matières. Il ne faut pas que l'anglais, il ne faut pas que l'espagnol, il faut plein de langues, mais il faut aussi plein de matières. Donc, au lieu de d'augmenter le nombre d'heures par semaine, de 3h30 à 5, si on pouvait, est-ce qu'il ne faut pas cibler plutôt la qualité que la quantité? Bien sûr. Je suis désolé, mais c'est ça que je vois. Vous savez, les enseignants qui enseignent à l'école primaire, donc maternelle et élémentaire, ils ont eu, alors pour les plus jeunes d'entre eux, formés les plus récemment, ce qui n'est pas forcément le cas de ceux que vous citez, ils ont eu un enseignement minimal en langue. Mais vous savez, c'est assez récent qu'arriver à Bac+5 dans l'université, d'une manière générale, on fasse passer une certification dans une langue étrangère. C'est essentiellement l'anglais. C'est tout récent. Moi, j'ai dirigé depuis les années 90, mon arrivée à Nantes, un master recherche, enfin un Bac+5, master de psycho, etc. Mais il me semble que ça remonte à 5 ans à peu près. La certification. Et ils arrivent à l'avoir, mais bon, ils ne sont pas bilingues pour autant, loin de là. Alors, les enseignants, ils ont été formés dans les IUFM jusqu'à présent, voire dans les écoles normales, il doit en rester quelques-uns. Ils n'ont pas eu cette formation. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la chansonnette avec les enfants parce qu'ils n'ont pas les outils pour pouvoir être eux-mêmes un peu à l'aise dans la langue et évidemment enseigner dans cette langue aux enfants.
Hein, donc on n'a pas trop parlé de ça dans les critiques qu'on a faites qui concernaient plus le collège, sur les méthodes et tout. Mais on est bien d'accord. Moi j'en ai plein des exemples comme ça. Vous savez, mon fils il est bilingue franco-anglais parce qu'il est parti 1 an après ses études en France ou au milieu de ses études supérieures aux États-Unis, en Californie. Et voilà. Mais avant, et pourtant on lui a enseigné de l'anglais depuis... je pense que c'était le CE2. Le CE2, vous voyez. Et c'est comme ça. C'est que, pour moi, quand j'ai quitté mon pays il y a 8 ans, je trouve pas que l'enseignement des langues était mieux là-bas qu'ici. On allait vous le demander, justement. C'est bien joli de venir nous critiquer, mais qu'est-ce que vous faites chez vous? Donc, je souligne bien ça, mais aussi la deuxième chose, c'est que malgré les fautes qu'on observe dans les écoles, ce que moi j'ai vu à titre personnel, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'enthousiasme quand même des enseignants. Oui. Donc, si on peut... Bien sûr, la volonté de bien faire des enseignants. Profiter de ça, mais aller dans un bon sens. Voilà. Merci. Mais il faut quelques années d'évolution que ça progresse. Ça se fait pas, mais moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous n'avez pas fait le choix de mettre votre enfant en école d'Iwan? Parce que j'habite à Clisson, et donc c'est pas super facile. Même si on n'est pas en pleine campagne, il faut aller sur Nantes. Et donc en pleine campagne, on fait de... Les Nantais disent que le Clisson c'est la campagne. Donc, non, l'idée, c'est que dès qu'elle peut, on aimerait la mettre dans une école internationale. D'accord. Donc voilà, on cible le lycée dans quelques années. Voilà. Merci. Oui, juste une petite remarque, c'est que s'il est vrai qu'à Nantes, on a 5,5% d'émigrés, 5,5% d'émigrés parmi les habitants de Nantes Métropole, c'est peut-être vrai aussi au niveau des enseignants, qu'on a peut-être 5,5% des enseignants qui sont émigrés. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on va demander, par exemple, à quelqu'un qui serait britannique à l'origine d'enseigner les maths, et on va demander à un Français d'enseigner l'anglais. Donc finalement, le Français qui va enseigner l'anglais, comme disait monsieur, ce sera peut-être pas tout à fait naturel et ça se passera moyennement bien. Et peut-être que le Britannique qui, lui, va devoir enseigner les maths, c'est un petit peu dommage. Et pourquoi enseignerait-il pas les maths d'ailleurs en anglais? Moi, c'est la chance que j'ai eue au lycée français de Madrid. Encore une fois, les Français exportent très bien, mais après, ils ne l'appliquent pas chez eux. Mais moi, j'ai eu la chance d'apprendre les mathématiques. 1 année sur 2, c'était en espagnol. 1 année sur 2, c'était en français. Donc, en fait, on apprenait des maths. Oui, mais il y a aussi beaucoup de bon sens chez les enseignants. Moi, je vois dans l'école de mes enfants, c'est une enseignante qui est compétente en anglais, qui prend tous les enfants en atelier pour l'anglais. Celle qui est plutôt compétente pour faire tel autre art plastique, elle prenne. Il y a aussi des choix au sein des établissements à ce niveau-là. Nos enseignants, ils sont aussi les produits de l'enseignement dont on a parlé, dont on a montré quelques caractéristiques. Je disais au début, les enfants, ils apprennent pas une langue. Les bébés, ils apprennent pas une langue ou plusieurs langues. Ils apprennent à communiquer avec des personnes pour se faire comprendre, comprendre autrui, comprendre le monde, et avec les outils à leur disposition. C'est du bricolage quand ils sont dans 2 langues. Voilà. Donc c'est complètement différent que d'apprendre une langue. Parce que regardez quand même, les enfants, la plupart des enfants, ils apprennent les bases d'au moins une langue en 2-3 ans. Ils peuvent quand même s'exprimer, avoir des petites conversations à 2-3 ans. C'est pas encore top. Bah, si, quand même. À 2-3 ans, ils peuvent échanger des choses, faire des phrases de type SVO, dire ce dont ils ont besoin, comprendre ce qu'on leur dit, à un certain niveau, évidemment, conceptuel. J'ai perdu le fil de ce que je veux dire. Oui, bah alors ça va très vite. Et puis après, quand il s'agit d'apprendre une langue, quand on arrive au collège, alors là, le temps qu'il faut pour arriver à maîtriser à peu près, à pouvoir entretenir une conversation quand on est adolescent ou jeune adulte dans un apprentissage tardif.
d'une langue. Vous voyez, donc il faudrait quand même qu'on évolue dans les représentations par rapport à cela. Mais les enseignants, ils sont le produit de cet enseignement avec de la grammaire, avec du thème et de la version. Moi, j'ai incapable de parler l'allemand, j'en ai fait 7 ans. Mais alors, j'étais super bonne pour traduire des textes littéraires allemands. Voilà, bon, ça sert à rien. Je voulais juste continuer avec ce que James disait. Moi, je suis prof de langue. Ça fait déjà à peu près 10 ans que j'enseigne les langues. J'enseignais un peu en Chine, à New York longtemps. Je suis américain et je peux vous dire, en ayant vu des étudiants de partout, de l'Asie, Corée, Japon, Afrique, Europe, Russie, partout, que le bon prof de langue, c'est une exception. On ne sait, je crois, nulle part enseigner une langue comme deuxième langue. Enfin, pour faire un enfant bilingue, ça peut se faire. Mais après, dès qu'on sort après l'âge de 12 ans, elle veut enseigner une autre langue, en sachant que cette personne ne va jamais le parler comme langue maternelle, on n'est pas très bon, mais nulle part dans le monde. Enfin, selon mon expérience et les avis que j'ai pu avoir. On n'est pas très bon et on n'est pas tous doués pour parler les langues. Il y a des personnes qui ont des facilités pour apprendre une langue et puis d'autres qui sont plus hermétiques, comme on n'est pas tous doués pour devenir des coureurs de fond ou des grands sportifs. Ça ne nous empêche pas de savoir marcher. Donc, alors, ce qui est positif, c'est qu'on peut apprendre une langue toute notre vie, mais pas avec la même facilité selon l'individu, selon un certain nombre de... Pour une part, c'est quand même lié à des apprentissages de la petite enfance, des premières années, qui ont rendu les choses plus ou moins faciles. C'est-à-dire que si vous avez déjà appris à vous exprimer dans 2 langues quand vous étiez petit, c'est probablement plus facile d'en apprendre une 3e, voire une 4e un peu plus tard, que si vous êtes monolingue et qu'à 40 ans, vous vous dites « Allez, on va partir en Espagne cet été, ça serait bien que je me mette un peu à l'espagnol, par exemple. » Ça va être très dur, je pense, d'y arriver. Alors bon, si vous êtes en immersion dans un pays et que il faut bien se débrouiller avec une langue, ça sera peut-être un petit peu plus facile parce que vous devez faire des efforts importants pour vous faire comprendre à minima pour votre survie, je dirais, entre guillemets, quoi. Mais sinon, c'est difficile. Et le sport, si tu démarres à 30 et 40 ans, je pense que c'est plus difficile que si tu as eu un peu d'entretien dans les premières années. Hein. Alors moi, je vais rebondir juste sur un mot que vous avez dit, et c'est ce que je voulais dire avant que vous parliez, c'est le mot immersion. Je crois qu'il ne faut vraiment pas en avoir peur pour nos enfants. Mes enfants sont à Diwan, le plus grand est en seconde cette année à Carhaix. Ma fille est au collège à Saint-Herblain. Ils ont fait donc du breton depuis la maternelle. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils n'ont pas peur des autres langues. Et ils ne se posent pas la question. Et j'ai le témoignage d'autres enfants qui n'ont pas pu continuer, parce qu'il y a plein de raisons pour ne pas aller à Diwan, notamment des raisons géographiques. Ils ont continué donc en français. Et leur première impression, et j'ai le témoignage de plusieurs enfants, c'est en cours de langue, ils ne comprenaient pas qu'en anglais on ne parlait pas anglais ou qu'en espagnol on parlait. Et ils allaient le dire au prof qui ne comprenait pas ce que disait. Et j'ai même le témoignage de quelqu'un, d'une enfant qui était en seconde et qui va voir sa prof d'espagnol en lui parlant en espagnol et la prof d'espagnol répond en français. Et donc il y a un problème de mentalité extraordinaire, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, quand j'ai mis mes enfants à Diwan, je ne parlais pas breton. Bon, j'ai commencé à l'apprendre après, ça m'a donné envie. Mais le truc, c'est que grâce à mes enfants, j'apprends le breton, on va dire. Mais c'est que ce n'était pas un problème. On verrait après, parce qu'on pensait, et puis ça s'avère, qu'il n'y aura pas de problème pour les autres langues, quoi. C'est le problème de l'appréhension, je crois. Et c'est un problème français, hein, je pense quand même, l'appréhension. C'est un problème général en France, à l'école notamment, que montrent les comparaisons internationales des niveaux académiques des élèves. À PISA, les jeunes de 15 ans, ou Pearls, fin de primaire. Alors, pas de manière spécifique par rapport à une discipline, les langues, les maths ou autres, mais on sait que en France, les élèves en France ont des moindres performances dans ces comparaisons internationales parce qu'ils sont formatés pour ne répondre que s'ils connaissent la bonne réponse.
Donc, s'ils connaissent pas la bonne réponse, ils disent rien de peur de se tromper. Si vous attendez d'être sûr d'avoir le bon mot, la bonne expression syntaxique et une excellente prononciation pour essayer de converser avec votre voisin dans une autre langue que votre langue initiale de socialisation, plutôt que maternelle, ça peut être la langue du papa, vous n'allez pas parler beaucoup, et si vous ne parlez pas, vous n'allez pas progresser, etc. Parce qu'on apprend une langue étrangère comme la langue initiale, si on n'en a qu'une, en parlant. Et donc ça, c'est vraiment un point fort, et c'est pour ça que l'immersion, ça marche. Mais là-dessus, on est en difficulté comme on l'est, parce que le statut de l'erreur dans l'enseignement en France, c'est toujours problématique. On parle de faute, avec les connotations morales. Il a fait des fautes d'orthographe, par exemple. Non, il a fait des erreurs. Et puis, l'erreur, elle fait partie de l'apprentissage, et c'est un levier important pour un enseignant pour savoir qu'est-ce qui marche, quelles sont les stratégies de l'enfant, et comment l'aider à dépasser ses erreurs. Voilà, c'est tout à fait essentiel. Donc, oui, c'est pas propre aux langues, mais je pense que ça concerne aussi les langues. On hésite à s'exprimer dans une langue qu'on apprend en pensant qu'on ne la parle pas bien. Mais c'est quoi parler bien une langue? Il faut en finir avec ça. Pouvoir être à l'aise dans différentes expressions, de manière assez spontanée. Je ne vais pas revenir sur la définition du bilinguisme qu'on vous a présentée. Je voulais intervenir sur 2 points. On parle plus de la méthode en France. C'est pas un débat, c'est peut-être un débat qui pourrait reprendre au mois de janvier. Je rappelle qu'un peu la première séquence des ateliers, c'est plutôt de faire un diagnostic des requêtes des familles. Là. Comme il y a différentes personnes, c'est de bien conclure, suite à nos ateliers, qu'il y a une demande de famille à ce qu'il y ait un enseignement plurilingue. Après, la méthode, on sera malheureusement obligé de l'avoir, et peut-être dans le débat public d'inviter l'administration et puis les professionnels pour qu'ils proposent des méthodes, puisque malheureusement... je voudrais, 2e point très rapide, quand j'ai lu votre livre et ce qui vient de se passer là, j'ai le sentiment que... À un moment donné dans le livre, donc, vous avez expliqué le rôle du professeur qui s'est... je crois que c'était une tribu à part, enfin, où il y avait quand il s'est mis oui, dans le livre, il y a cette justement séquence très intéressante où, face à une difficulté de participation des enfants, et surtout, je crois, par rapport à des problèmes scolaires, il prend l'inverse, il se sert de la culture pour amener d'une façon très pragmatique la connaissance académique du calcul. Concrètement, on est dans le... et donc, je pense qu'il y a une dimension, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose en France, il faut que ça soit reproductible, et presque reproductible pour toute la République. Or, on ne sait pas s'adapter. Et vous avez cité, je crois, tout à l'heure, ce qui se passait avec les maternelles allemandes, où justement on fait confiance aux gens. C'est-à-dire, à mon avis, il y a un manque de confiance, sans que la personne... on cherche le diplôme, donc on n'a pas la ressource, et on ne fait pas confiance à la personne qui aurait la capacité, tout en étant contrôlée, à commencer cette approche. Et je crois que c'est sans doute le gros problème que nous avons, puisqu'on enferme toujours l'apprentissage de la langue, même dans le cadre de démonstration, dans la classe, quoi. Et on s'aperçoit que beaucoup de vos intervenants dans les dom-toms ont du mal presque à faire sortir la classe, ou plutôt réintégrer la culture des jeunes dans la classe, et la classe de la mettre à l'extérieur. Donc il y a un peu cette notion d'enfermement que... Je ne sais pas si je l'ai bien interprété, mais on sent qu'il y a vraiment, même quand vous voulez... quand toutes ces personnes font cet effort-là d'arriver à ce bilinguisme, il y a quand même cette notion un peu administrative. On reste dans la classe, on ne va pas à l'extérieur, et on ne rentre pas l'extérieur dans la classe.
C'est tout à fait vrai. Alors, nous, on n'a pas travaillé à La Réunion. Hein. On a déjà été dans suffisamment de territoire et on continue. Mais pour avoir été moi-même à La Réunion l'année dernière et avoir discuté de ces questions-là dans l'IUFM de La Réunion, où, bon, à La Réunion, il y a quand même beaucoup de créoles. C'est pas que la seule langue, parce qu'il y a eu de l'immigration de différents territoires. Mais bon, le français est la langue, mais énormément de gens parlent le créole. Et à l'école, les enfants dans la cour, ils sont au contact d'enfants créolophones. Donc, ils s'imprègnent du créole, quoi. Quand on joue aussi en créole et pas seulement en français. Et pour autant, ça fait plus de 15 ans que rien ne se fait pour un enseignement bilingue créole-français. Alors qu'il y a la ressource, parce que bon nombre d'enseignants sont créolophones. Ils sont nés là, ils parlent le créole, etc. Mais il s'est succédé un certain nombre de recteurs, d'inspecteurs de l'éducation nationale, qui étaient là en attendant d'être nommés dans un poste qui les intéressait davantage en métropole. Donc ils faisaient 3 ans en ayant le souhait de repartir. Certains n'étaient pas du tout persuadés de l'intérêt du plurilinguisme. Le créole était dévalorisé. C'est pas une langue, c'est une sorte de patois local. Voilà. Donc il y avait cette idéologie-là, il y avait cette représentation-là. Puis quand il y en avait un qui avait un peu l'idée de faire quelque chose, au bout de 2 ans, il était parti, donc rien ne se faisait. Alors, un collègue là, qui est à Nantes ces jours-ci m'a dit « On a bon espoir, parce que le recteur actuel, il soutient ce projet, donc le bilinguisme devrait se développer. » Mais alors, il va falloir attendre des années, bien sûr, pour que ça porte ses fruits en termes de moyens et autres. Comment va-t-on reconnaître le créole? J'ai fait une conférence à La Réunion là-bas l'année dernière, il y a 1 an, et des enseignants créoles me disaient, mais comment puis-je parler le créole alors que l'institution ne m'y autorise pas? Dans quel cas je le fais? Alors évidemment, pour régler un problème avec un enfant comme ça dans l'instant, à part, je vais lui parler en créole parce que je sais que ça sera plus facile pour lui de comprendre ce que je dis ou d'admettre ce que je dis. Mais institutionnellement, je ne peux pas me poser comme enseignant en créole tant d'heures dans la semaine. Mon administration ne m'autorise pas. Voilà. Je voulais rebondir sur votre exemple pris à La Réunion. J'ai moi-même eu une expérience dans les Antilles, à Fort-de-France, et mes enfants étaient donc à l'école. Tous les enfants dans la cour parlaient bien sûr le créole, et je me suis dit, finalement, pendant mon affectation, c'était intéressant d'apprendre le créole. On a donc demandé au directeur de l'école s'il pouvait dispenser ces cours, et ça a été négatif complètement. Comme on n'a pas la chance d'avoir un ECDF pour défendre une langue, en tous les cas, ça a été un peu certain. Dans l'enseignement, en Outre-mer, on ne va pas vous proposer de même que on va au contraire vous dissuader, alors que tous les enfants et tous les Antillais sont bilingues. Tout à fait. Au sens où vous le définissez. Et un effet de cela, c'est que dans les cours de récréation, la maîtresse va gronder l'enfant en créole. Donc associer le créole à la langue où on gronde l'enfant, parce que c'est la langue de proximité, et puis le français va être la langue de l'école, de la raisonne. Donc l'enfant va associer créole, langue de la punition. Nous, ouais. Alors nous, on a observé ça en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, hein, que les maîtresses grondaient, les parents grondent en langue locale parce qu'il n'y a pas le mot en français et c'est spontané. Mais il y a un autre problème on avait même noté, c'est que la plupart des langues que nous étudions, c'est des langues de transmission de l'oral. Et quand on a un inspecteur ou un recteur qui est favorable à l'enseignement des langues locales à l'école, on a vu ça en Guyane, il faut que ça reste à l'oral. Interdiction de passer à l'écrit. Donc ça, c'est encore un autre débat, c'est-à-dire cette idée que c'est une langue de l'oral. Pourtant, l'écrit existe, en tahitien, ça fait bien longtemps, etc. etc. Mais ce sont des langues de transmission orale. On ne reste
qu'à l'oral quand on est sur la langue locale, et le français c'est la langue de l'oral et de l'écrit. Et c'est ça aussi que nous avons essayé ici d'introduire, notamment avec le programme École Pomme, c'est de dire on va expérimenter l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans les deux langues. Alors il fallait démontrer que les enfants étaient capables de le faire, ça n'a posé aucun problème aux enfants. Il fallait que les enseignants, c'était plus de difficultés du côté des enseignants, mais moins du côté des enfants. Et puis surtout, on a montré que le fait d'apprendre le tahitien facilitait l'apprentissage du français à l'écrit. Donc, mais ça, c'est encore un autre débat. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait rentrer les langues à l'école, qu'est-ce qu'on enseigne en langue? Quelles sont les matières que l'on va... Et ça reste... Il y a encore un parcours à faire là-dessus. Il va être bientôt 8h, mais peut-être que José Martinez a encore une question. Allez-y, moi j'en avais une petite, mais je la mettrai à la fin. Oui, désolé. Je pense que sur le constat, on est tous d'accord, ça va pas, globalement. Enfin, je ne sais pas s'il y en a un qui dirait si, en fait, ça va bien. Ça a progressé quand même, hein, attention. On va dire que ça va pas, mais on a fait... C'est moins pire. C'est moins pire qu'avant. D'accord. Enfin, ceci dit, moi, à titre personnel, ça m'arrange, puisque je suis interprète de conférences et traducteur technique. Donc moi, ça me donne du boulot, donc ça me va très bien. Mais est-ce que, parce que tout ce que vous avez dit là, ça semble très intéressant, est-ce qu'au sein de l'université, puisque je vois que vous venez de l'université de Nantes, est-ce que vous en parlez? Et surtout, est-ce que vous essayez de faire en sorte que ça change au niveau de l'université? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui a été mis en place pour dire, bon, on n'est pas bon, ok, ça c'est avéré, mais on va essayer de faire mieux? Ouais, on en parle, les enseignants en parlent dans les enseignements, évidemment, puisque l'enseignement universitaire, il se nourrit des recherches réalisées. Il y a des fonds communs. On enseigne la psychologie ou la psycholinguistique, les bases un peu partout de la même manière, mais après, c'est fonction des recherches qui sont conduites. Donc ça, évidemment, ça transparaît. Enfin, moi, étant professeur émérite, je n'assure plus d'enseignement, mais Isabelle en assure. Alors après, quant au changement dans les pratiques, c'est aussi des questions de moyens. Est-ce que nos étudiants sont mieux formés? Je pense que Nantes n'a pas été en retard pour la certification des étudiants au niveau master en langue. Hein, ça a été mis en place il y a quelques années. Je crois savoir que ce n'était pas en place tout à fait au même moment. Alors après, pour le reste, on accueille beaucoup d'étudiants étrangers, puisque Nantes est celle qui en accueille le plus proportionnellement, hein, qui a le plus d'échanges internationaux. Donc on en accueille beaucoup et a été mis en place, ça fait déjà un moment, un dispositif d'accueil où on fait une sorte d'aide à l'insertion de l'étudiant étranger. Il y a un guichet unique pour le prendre quand il arrive, estimer son niveau en langue, parce que des fois dans le pays de départ, on a estimé qu'il était bon en français pour venir, et puis une fois à l'arrivée, on s'aperçoit qu'il y a un écart considérable entre ses compétences évaluées dans le pays d'origine, avec une caution des bureaux internationaux de la France, et puis sa capacité simplement à être à l'aise dans le pays, avec la langue, avec une langue qui n'est pas que celle du quotidien, mais qui est aussi la langue des concepts, des théories, etc., du travail universitaire, ce qui est un petit peu plus compliqué aussi. Donc ça, c'est en place déjà depuis quand même pas mal d'années. Alors, bon, pour le reste, moi, j'ai eu les responsabilités universitaires pendant 10 ans au bureau de l'université. Bon, mais j'avais pas celle-ci. J'avais la responsabilité des sciences humaines et sociales, et puis j'avais la responsabilité de la formation des docteurs, toutes disciplines confondues. Bon, on a fait en sorte de développer aussi la possibilité de soutenir une thèse dans une autre langue que le français. Dès lors qu'une partie de la thèse, un résumé d'une trentaine de pages, c'est quand même un résumé consistant, est en français. On peut faire des soutenances en plusieurs langues, et ça arrive très fréquemment. Donc voilà, moi, dans le domaine qui était celui de mes responsabilités, ce que j'ai essayé de favoriser. Pour le reste, je n'ai pas une vue globale de ce qui se fait, ce n'était pas dans mes missions. Je voudrais revenir une seconde sur les petits dessins que vous avez montrés là, avec les petits engins, les petits engins à deux roues.
Quand on parle, vous avez parlé de bilinguisme équilibré, donc on parle souvent, la plupart du temps, d'enfants qui ont des parents de nationalités différentes. Est-ce que la question de la plasticité cérébrale, jusqu'où ça va à l'équilibre? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que effectivement l'enfant vit avec deux langues, mais pourquoi pas avec une troisième, celle de ses grands-parents, une recomposition familiale. Jusqu'où ça va? Est-ce qu'on peut être trilingue, quadrilingue de manière équilibrée? Bah écoutez, ça, je ne peux pas répondre d'une manière générale, mais il y a quelques années, je suis allée faire une conférence à Munich, au lycée français de Munich, qui est hyper valorisé parce qu'on essaye en gros d'y inscrire l'enfant quasiment avant qu'il soit né, enfin de faire les stratégies qu'on fait en France sur certains établissements cotés de Paris. Il y a un peu les mêmes stratégies. Alors, j'ai vu des enfants dès la maternelle, parce que le lycée, il prend les enfants en maternelle, qui fonctionnent moitié crèche, moitié maternelle à l'allemande, et jusqu'au baccalauréat. Bon, j'ai vu des enfants qui avaient... alors, ils sont enseignés le matin en français avec une enseignante française, et l'après-midi, c'est le système crèche-garderie avec un personnel allemand. Donc, ils ont déjà deux langues à l'école, le français le matin, l'allemand l'après-midi. Et papa est turc et maman anglaise, par exemple. Et pas forcément de milieu toujours extrêmement favorisé. Globalement, ça m'avait l'air d'être plutôt favorisé. Eh bien, écoutez, il y avait eu l'enseignante française du matin qui me disait, mais bon, est-ce que c'est pas inquiétant? Ils font quand même pas mal de code switching. Ils mélangent un peu les mots de plusieurs langues. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, ils sont dans 4 langues et ils arrivent à se débrouiller avec ça. Alors, elle leur faisait des jeux de mémoire pour essayer de caler des mots et tout. Enfin, se débrouiller bien, je trouvais. Donc moi, j'ai vu des enfants qui étaient à l'aise avec 4 langues, puis qui semblaient passer assez facilement de l'une à l'autre en fonction des copains avec lesquels ils discutaient. Alors, ne maîtrisant pas forcément les langues de ces enfants, je ne peux pas vous dire quel était leur niveau de compétence. C'était des petits de la maternelle que j'ai vu s'exprimer ainsi. Ils n'avaient pas de problème majeur, semble-t-il, avec 4 langues. Je ne sais pas ce qu'ils en font après. Hein. On voit par exemple au Cameroun, il y a 250 langues minimum, hein, parce qu'après il y a des variétés. Les enfants maîtrisent 5-6 langues. Bah, après, le niveau de maîtrise, comme le disait Agnès, ils se font comprendre. Ils se débrouillent. Et dans un pays où, au Cameroun, on a ces 250 langues et on a de l'intercompréhension entre certaines langues, on a des langues proches, des langues plus éloignées, eh bien, ça leur sert dans la vie quotidienne et ils passent d'une langue à l'autre et ça pose aucun problème. Et juste une dernière, mais cette fois pas sur le plurilinguisme précoce, mais sur le plurilinguisme tardif. Parce que vous avez évoqué les ravages du monolinguisme français. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous allez à l'université permanente, les jeunes retraités se ruent vers les cours de langue en quantité phénoménale. Donc ça traduit quelque chose, mais est-ce que ça marche? Oh, alors là, j'ai pas de réponse. On ne s'est pas occupé des... Non. Il y a un autre sujet d'étude. Par contre, il y a aussi dans le bilinguisme ou le plurilinguisme le phénomène de l'attrition, c'est-à-dire une personne qui a pu apprendre une langue et l'oublier, entre guillemets, au cours de son vécu. Et il est démontré que cette personne, souvent sur le tas, peut... récupérer en partie avec très peu de stimulation cette langue-là. Et il est démontré largement que, par exemple, dans le cas des maladies d'Alzheimer, eh bien, on a, premièrement, il est démontré dans une étude très récente que les bilingues Alzheimer, on a les troubles qui arrivent beaucoup plus tardivement que les... Voilà, ça préserve. La mémoire est préservée beaucoup plus longtemps chez les bilingues que chez les monolingues dans l'Alzheimer, statistiquement, oui. Et d'autre part, c'est vrai que dans le phénomène de l'attrition, eh bien, ces bilingues qui avaient appris ont une récupération beaucoup plus rapide sur le tard de ces langues-là. Mais c'est vrai que nous, on ne s'est pas occupé de... Bon, on a déjà beaucoup à faire avec les jeunes enfants, on va dire. Mais c'est vrai que plusieurs langues, on a pensé monolingue, bilingue, mais il y a quand même beaucoup de pays à la surface du globe où on grandit avec éventuellement 2 langues des parents
Je pense en Afrique ou d'autres pays. On grandit avec 2 langues des parents. Ensuite, on a une langue d'enseignement. Il y a une langue nationale. J'ai animé, ça fait une dizaine d'années maintenant, pour le ministère de l'Éducation nationale, une université d'été qui s'appelait justement langue familiale, langue nationale, langue d'enseignement. Alors ça réunissait des chercheurs et des politiques de l'éducation de tous les pays européens, Europe. Mais j'ai découvert à cette occasion que dans des pays de l'Est, alors je ne sais plus si c'est Lettonie, la Lituanie, il est écrit dans la Constitution que dès lors qu'une langue est parlée par au moins 800 personnes dans une collectivité territoriale, elle doit être enseignée. Alors, c'est le yiddish, c'est le russe, c'est le romani ou autre. Bon, je n'ai pas été vérifié pour savoir si effectivement cette langue était enseignée. Mais c'est écrit dans les textes officiels du pays. Bon, ça veut dire que y a des pays où on a effectivement développé l'intérêt de parler et de reconnaître plusieurs langues. Alors, je reviens à la question que vous évoquiez. Vous avez repris autrement ce que j'avais dit sur le début de l'école publique laïque obligatoire, où avec tous ces provençaux, toutes ces différentes langues régionales, de l'Alsace au breton, etc., en passant par l'occitan, on a fait une république, une seule langue, l'intégration et pas des communautés séparées. Je pense que, on est au XXIe siècle, où on ne peut pas faire l'économie avec les circulations de population, avec les nécessités de communication, d'être à l'aise dans plusieurs langues. On a des opportunités aussi pour ça, avec les gens qui sont autour de nous et qui parlent d'autres langues que celles que nous parlons. Et puis, je pense qu'on sait maintenant que parler plusieurs langues est une richesse et que ce n'est pas du tout incompatible avec les valeurs de la République. Puisque on sait très bien que maîtriser plusieurs langues, c'est aussi un élément d'une ascension sociale, de certaines filières possibles, on n'a qu'à voir. Alors, si ça devient un élitisme, on est loin des valeurs de la République. Donc, au contraire, les valeurs de la République, c'est de faire en sorte que tous les enfants aient l'opportunité, dès que possible, de parler plusieurs langues. Sur ce que vous venez de dire, je voudrais confirmer une chose, c'est même en Allemagne, par exemple dans le land du Schleswig-Holstein, au nord, dès qu'il y a suffisamment de familles qui veulent que leur enfant parle le danois, puisque là, c'est une minorité de langue danoise, le land met en place une classe, donc bilingue, style immersion d'ailleurs, dès l'année suivante. Alors, ce que vous dites, on a l'expérience, nous, à Diwan, mais on pourrait parler de la pédagogie Freinet, c'est-à-dire ça met des années aussi. Nous, théoriquement, il faut non seulement qu'on regroupe les familles, on joue la montre, et souvent, c'est peut-être le 3e enfant qui va, dans les meilleurs des cas, bénéficier. C'est-à-dire que le processus administratif fait que, et c'est vrai d'ailleurs même pour les pédagogies innovantes, Donc on a ce problème-là, c'est la différence entre la pratique et à l'extrême le droit. Oui. Non, mais je pense qu'on a une rigidité en France sur un certain nombre de questions. Enfin, c'est trivial de le dire, mais moi je m'intéresse aussi avec des collègues à la question de l'accueil des enfants porteurs de handicap. Et par exemple sur l'autisme, où on sait très bien qu'on peut effectivement avoir une approche éducative de l'autisme et que ces enfants-là ont droit aussi à être enseignés. Il y a eu des freins énormes, alors on ne va pas analyser ça, c'était assez complexe, ça nous prendrait du temps. Et c'est Jean-Marc Ayrault, d'ailleurs, maire de Nantes, qui a fait en sorte qu'on puisse accueillir des enfants autistes dans un groupe scolaire de Nantes, c'était la première fois, et sur l'ensemble de la France, on avait, il y a 3-4 ans, moins d'écoles accueillant des enfants autistes qu'à Londres, sur la France entière. Vous voyez ?
Donc avant que ça évolue, parce que derrière, il faut le personnel, il faut les lieux, etc. Il faut la reconnaissance institutionnelle. Elle a eu lieu pour transformer en IME des choses. Oui, mais elles sont où les valeurs de la République? Bien. Ah. Il est 8h, donc avant d'entamer un débat sur les valeurs de la République, on va remercier Agnès Florin et Isabelle Locus. Moi, je savais qu'on ne serait pas déçus en vous invitant, donc je pense que vous n'avez pas été déçus. On se retrouvera le 10 septembre donc, avec Hélène Ernoux, donc, qui est là, pour parler de l'association Imuli. Donc, c'est à la fois un projet, école multilingue innovante, mais c'est aussi des méthodes d'apprentissage des langues en milieu scolaire, périscolaire. Donc, elle viendra nous parler de ça, ces méthodes pratiques, le 10 septembre ici.